Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous en fonction du pays et de l'heure dans lequel vous nous écoutez, hein. C'est notre phrase d'accroche classique parce que l'on sait que vous êtes répartis un petit peu partout aux quatre coins de la planète, vous les fidèles de Lucarne Opposé. Bonsoir aux petits nouveaux aussi. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Je vois que certains habitués sont déjà là. Pardon. Bienvenue pour ce nouvel épisode du 9-10. Votre rendez-vous hebdomadaire avec les footballs de la planète Lucarne Opposée. Je vois que Pierre est déjà très très chaud dans le chat, c'est bien. Ça va démarrer très fort. Pendant une heure et demie, hein, on va parler des footballs avec des sujets qui ont un rapport avec les footballs de la planète Lucarne Opposée. Vous en avez l'habitude. Voilà, le temps pour moi aussi maintenant que l'on vous a salué de présenter ceux qui vont m'accompagner. Vous n'en voyez qu'un, mais ils vont être trois à mes côtés ce soir. Ouais, menu 4 étoiles sur Hello, hein, c'est ça, on est trop fort, puisqu'on est 4. Donc au final, on va commencer par celui qu'on voit, tiens, puisqu'il a l'air bien chaud dans le chat, déjà à chambrer les autres. Monsieur Pierre Gerbeau depuis sa Colombie. Salut Pierre. Salut Nico, salut à tous. Je vois que monsieur est très en forme, c'est bien. Ouais, bah écoute, pas trop, j'ai connu des lundis un peu meilleurs, mais bon, on fait aller. Eh ben, c'est parfait, écoute. Voilà, on va essayer de se remonter le moral, quoique généralement les 9-10, Non, vu les sujets. la grosse question, Nico, que tout le monde attend dans le chat, c'est est-ce que tu as le double écran sur Non, Amiens Bordeaux? non. Voilà. La réponse, c'est non. Voilà. Je n'ai pas mon On peut double te- écran, je ne regarde pas Amiens Bordeaux. Je suis focus. Et puis, on a dit qu'on essayait d'aller mieux. Donc, Voilà. même si ça va à peu près, mais bon. Bref, voilà. Deux autres personnes vont m'accompagner. On va commencer par un revenant, parce que ça fait très longtemps. Et je suis bien content de le voir revenir dans les parages. L'autre papy de Lucarne Opposé va adorer que je dise ça. Parce que c'est le plus vieux, hein, tout simplement, à être arrivé sur Hello. C'est Farouk Abdou. Salut Farouk. Salut Nico, bonsoir tout le monde. Effectivement, on n'a pas encore bouclé les 10 ans depuis que je me suis lancé dans l'aventure Le Carne Opposé. Bah, ça doit Et approcher là. effectivement, 10 piges, en août prochain, ça fera 10 piges. Effectivement, je pense que le terme de papy, malheureusement, Mm. n'est absolument pas usurpé. Ah merde, Ouais, voilà, c'est ça. t'es rentré à Lucarne Opposé à 53 ans déjà? Ouais. Et puis la myopie était déjà avancée. Je peux te dire que ça n'aide pas, d'une part pour les matchs et d'autre part pour les comptes rendus. Et c'était déjà compliqué à l'époque. Ouais, voilà. Et ouais, c'est putain, presque 10 ans, incroyable. Bref, voilà, 1-0 Amiens. Merci, super. On va éviter. Alors attention, on va préciser tout de suite. Hein, on va éviter les messages sur les Girondins dans le chat. Hein, sinon, je bannis. Hein, tout de suite. Tout de suite. Non, je plaisante. Bon, super, 1-0 Amiens, c'est cool. Bref, on va accueillir le dernier des quatre. On va être quatre. Le dernier de mes trois accompagnants ce soir. Lui aussi est de retour. Il n'est pas encore visible. On vous dira pas pourquoi. Il n'est pas encore visible, mais vous allez l'entendre. C'est notre bot coréen qui prépare justement son voyage là-bas. C'est monsieur Baptiste Mourigal. Salut Baptiste. Salut à tous, et moi je vais vous expliquer pourquoi, parce que je suis en pyjama, donc tout simplement on se prépare calmement pour aller se coucher. Et puis je tiens à préciser que on fêtera nos 10 ans en même temps sur Hello avec Farouk, parce que je suis arrivé un petit peu après. Ah oui, c'est vrai, dis donc. Voilà, Tu vois, je te voyais plus je suis vers arrivé dans la 14-15. C'est foulée. vrai, non, non, ouais, c'est vrai. Toi aussi, t'es vieux, toi, t'as 43 ans et c'est pyjama dodo. Et, Voilà. et donc, le Voilà. premier scoop de la soirée, c'est que Baptiste maintenant va accepter qu'on l'appelle l'autre papy de Hello. Voilà. Voilà. Bah le jeune papy, quoi. Oui, enfin, tu sais, hein, dès qu'on commence à ajouter le mot jeune devant papy, c'est pas bon signe, Baptiste. Hein, je te... Voilà, bref. Voilà, vous voyez, on est en forme, on est bien, elle va être sympa l'émission de ce soir, on est chaud. L'échange des politesses entre les membres de la Team Hello, ouais, bah, c'est ça, le groupe vit bien, on s'est dit les choses. Voilà, je crois qu'on a mis à peu près tout. On va voir si justement l'important ça va être les 3 points, et justement il y en a 3. Vous avez vu cet art de la transition, il y en a 3 points ce soir dans l'émission. Il n'y aura pas de news parce qu'on a 3 sujets importants à développer. On va prendre un peu plus le temps de développer ces sujets-là. Je vais vous montrer tout de suite le sommaire, le voici. On va commencer avec Farouk, on va commencer avec la Tunisie.
Alors on a posé la question: «Où va ton foot?» Vous allez voir, on va faire un petit état des lieux du football en Tunisie avant la coupe du monde, depuis la coupe du monde, voir un petit peu où on en est, dans cette, voilà, dans ce pays, au pays des aigles de Carthage. On verra, où ils en sont, ça sera le premier point. Ensuite, on continuera de se remonter le moral entre membres de la team Lucarne Opposée, puisqu'on va aborder la coupe du monde des clubs, dans laquelle, nos clubs ont l'habitude maintenant de se faire massacrer par le représentant européen qui arrive en tongs. On va se poser aussi surtout la question de l'intérêt de cette compétition de l'intérêt tout court en fait, parce qu'on peut même la poser pour les Européens qui, je le disais, arrivent souvent en tongs. Donc on se posera la question de l'intérêt avant la réforme pour cette Coupe du Monde. Et ensuite, on abordera un troisième point, une troisième question que l'on nous pose assez souvent, que l'on nous pose dans les lives par exemple, ou pas que, qui est une question toute simple: comment faire pour voir les footballs de la planète lucarne opposée? Alors, vous attendez pas à ce qu'on vous donne des liens de stream illégal, on le fera pas. On va justement aborder deux aspects. Un premier aspect sur les moyens, on va rester que dans la légalité, hein, ça on va le dire clairement. Un premier moyen payant et un autre moyen gratuit, parce que vous allez voir, il est possible de voir beaucoup, beaucoup de foot de la planète lucarne opposée de manière gratuite et légale. Ensuite, on terminera, vous en avez l'habitude, avec les Golasso Hello. Voilà, vous voyez, le menu est chargé, comme d'habitude. On est bien, on était en forme, on va pouvoir y aller tout de suite. On va ouvrir donc avec le premier dossier de la soirée, le dossier Tunisie, pour lancer ce 9-10. Et donc ce dossier Tunisie, on va l'aborder avec toi, Farouk. On va essayer de le mettre en... Ouais, j'ai failli dire le jingle Tunisie, exactement. On va aborder ce dossier Tunisie avec toi, Farouk. On va essayer de faire un état des lieux général. Alors, on va tout de suite préciser, histoire de bien désamorcer. On connaît le contexte, et Farouk le connaît très bien, le contexte actuel de la Tunisie. On n'est pas là pour parler de ce qui se passe en Tunisie. La seule chose qu'on peut dire modestement, c'est bon courage aux Tunisiens. On est avec vous, mais bon, nous, on ne pourra pas changer grand-chose. Mais on va juste essayer de se focaliser sur le foot. Vous allez voir, c'est déjà bien pesant, bien suffisamment pesant comme ça. On va se focaliser donc sur le football tunisien. On va essayer d'y aller, comme on fait un état des lieux, on va essayer d'y aller un petit peu dans l'ordre. Parce que vous le savez, la Tunisie a participé à la Coupe du Monde au Qatar. C'était sa deuxième Coupe du Monde consécutive. C'est assez rare pour le préciser, puisque tu me corriges si je me trompe, Farouk, mais il me semble que ce n'est que la deuxième fois de l'histoire que ça arrive. La dernière fois, c'était au début du 21e siècle, enfin à la transition fin du 20e, début du 21e. Et donc, voilà, il y a des signaux qui sont intéressants, et on va essayer de voir justement si ces signaux sont accompagnés d'effets. Et on va y aller de manière chronologique, si tu veux bien. On va commencer justement par revenir avant cette Coupe du Monde, avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde qatari. Dans quel contexte, dans quel état la sélection tunisienne était arrivée au Qatar? Eh ben, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que la qualification pour le mondial 2018, qui intervenait après 12 ans de disette, avait été vécue avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'optimisme. Avec la sacro-sainte phrase « on va battre le Panama et faire match nul contre la Belgique et l'Angleterre », ça, évidemment, ça ne s'est pas passé comme il était prévu. Pour la qualification en 2022, il n'y a pas eu du tout le même engouement, parce que, en fait, il y avait énormément d'interrogations sur le niveau de jeu. Ça intervient 6 mois après une CAN qui était un peu paradoxale, parce que la Tunisie arrive en quart de finale en ayant perdu 3 matchs, ce qui était un petit peu, Ouais. un petit peu curieux. On montrait, c'est-à-dire que avec des hauts, elle pouvait battre n'importe qui, mais elle pouvait aussi se faire battre par n'importe qui. Le barrage contre le Mali, du coup, le Mali met le seul but dans ses propres filets des 180 minutes, et c'était objectivement le barrage le moins relevé des 5. Ce qui a fait beaucoup d'interrogations, et pas du tout vécu la qualification de la même manière, parce que c'était bon, c'est cool d'y aller, mais y aller avec quelle intention de jeu? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir développer de nouveau pour une fois passer le premier tour, mais comment on va faire? Parce qu'il y avait beaucoup de d'interrogations sur comment on joue, beaucoup de joueurs sur le plan individuel, si on accepte Skiri El Aïdouni,
étaient plutôt, pas dans un sommet ni de leur carrière, ni de leur saison. C'est accompagné de ça beaucoup de polémiques autour de la constitution de la liste. Il y avait eu des rumeurs comme quoi des clubs imposaient des quotas, il y avait des joueurs qui avaient été écartés sans qu'on sache trop pourquoi, des débats sur qui va être le gardien. Enfin, tout s'accompagnait en fait beaucoup plus sur bon, on part pas avec un capital, conséquent et les craintes, c'est d'affronter la France et le Danemark, demi-finaliste de l'Euro. C'était ça un petit peu le contexte avant la coupe du monde. C'est on y va, mais avec quelle intention? Qui est et dans les dispositions dans lesquelles on est, comment ça va tourner? C'était un peu Ouais. comme ça. Avec ce côté quand même paradoxal que tu sous-entends aussi, avec quand même l'idée de passer le premier tour. Ou pas C'est-à-dire que plus que ça? je vais ressortir la sacro-sainte phrase: «On va battre l'Australie» Ouais. et enfin voilà, Et on accrocher le retranspose Danemark? voilà, on retranspose la phrase de 2018, on la remet pour 2022 et on l'entend 250 fois jusqu'à une profonde lassitude Ouais, et mais ce qui c'était est un peu assez ça. paradoxal, parce que d'un côté, tu le décris, il y a un contexte qui fait qu'on n'a pas une grande confiance en cette sélection-là, parce qu'on a plus d'interrogations que de certitudes. Il faut quand même aussi le dire, j'imagine, et que ça a été dit comme ça quand le groupe a été connu. On s'est dit en Tunisie que le groupe était quand même bien plus relevé qu'en 2018. Parce qu'il y avait, tu l'as dit, hein, cette possibilité de se dire on a au moins 3 points assurés avec Panama. Bon, ils les ont pris, mais pas aussi facilement que prévu, mais ils les ont pris. Euh, mais voilà, il y a ce côté, beaucoup de doutes, mais quand même de se dire, bon, on va quand même, l'objectif, il y avait un objectif qui avait été fixé quand même à cette sélection. C'était, tout de même faire bonne figure et puis, justement, s défendre au maximum ses chances. Mais effectivement, avec beaucoup de doutes sur le gardien, quasiment pas de neuf en forme, 3 éléments offensifs sur courant alternatif. Les seules certitudes, c'est la défense centrale et Skiri le duo Skiri-Laïdouni. Et il y a le match au Parc des Princes où le Brésil s'arrête de jouer à 5-1, heureusement, parce que sinon il y aurait eu 17-1 s'il le voulait, qui a mis beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Et Heu, heureusement qu'ils se sont arrêtés, parce que sinon, ça aurait été encore plus dramatique, dans le sens, les conséquences derrière pour aborder la Coupe du Monde. C'était oui, oui, c'était compliqué parce il y avait, je crois, si je dis pas de bêtises, 4-1 à la 40e. Il me semble que Neymar avait vraiment, vraiment envie de jouer à fond la deuxième mi-temps, parce que le contexte faisait parce qu'il y avait, voilà, plusieurs dizaines de milliers de Tunisiens au parc. Le Brésil était vraiment parti pour frapper un grand coup et en définitive, la deuxième mi-temps a plutôt été, on va dire, un galop d'entraînement. Ce match-là a plus fait de mal que de bien, ouais, alors que ça devait être une affiche de gala pour un magazine et de la confiance. Ça a coûté leur place à certains et ça a pas aidé pour la confiance. Ouais, c'est clair. On en reparlera tout à l'heure quand on évoquera la fédération. On saluera celui qui a eu l'idée de vouloir affronter le Brésil juste avant la Coupe du Monde, hein. Donc, voilà, on n'en dit pas plus, mais bon, quand même, quoi. C'est, dans le genre idée pourrie, c'est pas mal quand même, hein. Sur le papier, quand on va en France avec, un pays où il y a une forte communauté, le Parc des Princes qui justement voulait c'était plutôt pour le plan tournée du Brésil, c'était une occasion à prendre. C'était une occasion à prendre, et sur le papier, avant l'expulsion, quand il y a un partout, qu'il y a le feu dans le stade, on se dit: «Ah tiens, on part sur quelque chose qui est une initiative avec un succès». Sauf que, ça a mal tourné après, mais on peut pas vraiment en vouloir à l'idée de départ. Si elle tourne bien, on arrive gonflé à bloc. Ouais. Ouais. Oui, 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 si ça tourne bien. Mais bon, tourner bien face au Brésil, tu sais, nous, on les a vus en âme sud à tout, tout du long des éliminatoires. Ça tournait bien pour personne, hein. Oui, Donc, bien sûr. Je me permets, Nico, je vois un message dans le chat eh ben, de tu peux y aller. Nostromo. Vas-y, j'allais le lire. Effectivement, en fait, le Tunisie-Nigeria de la CAN, c'est la quintessence de ce que nous, on peut faire, c'est-à-dire embarquer une sélection dans un bras de fer de 90, 120 minutes. On adore se mettre dans la peau de l'outsider. En définitive, les forces principales, c'est dans l'axe. C'est, une défense centrale physiquement solide, 2 milieux défensifs qui sont vraiment, vraiment solides et au final, le match de barrage contre le Mali, en fait, c'était la quintessence de ça. C'est-à-dire, on a joué sur nos points forts qui est, on peut faire douter n'importe qui en lui imposant un bras de fer, même en lui laissant la possession. Ça peut te permettre d'aller en dernier carré de la CAN, mais mais pour passer le premier tour de la coupe du monde, ça se voit contre l'Australie, tu es obligé de proposer mieux et plus créatif.
Bah, disons que ça peut passer justement, tu l'as dit, quand tu as le costume de l'outsider, même sur le terrain, que tu l'es véritablement. Mais dès que tu es un peu moins outsider, c'est un peu plus compliqué. Et justement, tu parles de la Coupe du Monde, on a évoqué le contexte d'avant Coupe du Monde. Une fois qu'elle est passée, cette Coupe du Monde, euh, on en retire quoi? Quel bilan on en fait de cette Coupe du Monde côté Tunisie? Bah, c'est-à-dire que, au final, l'analyse qui va être faite, c'est pas de voir un peu les carences et de voir comment il est possible de progresser, c'est, bah, un bilan comptable qui est on ne peut plus honorable. C'est-à-dire que jamais la Tunisie n'avait pris 4 points, donc c'était un entre guillemets «un record», pas passé loin de la qualification. C'était, bah, équivalent à la première participation en 78. Heu, non, record égalé parce que la Tunisie prend 4 points en 78. Mais du coup, quand on regarde un petit peu plus près, c'est un petit peu en trompe-l'œil parce que, bah, effectivement, la Tunisie fait match nul contre ce qui s'est avéré être le Danemark le plus faible de ces dernières années. Danemark qui ne passe pas. Au moment où la Tunisie devait faire le jeu contre l'Australie, et bah, c'est là que ça a mal tourné et l'Australie qui avait un plan, bien rodé, ne a fait tomber la Tunisie dans le piège. Et après, bah, la victoire de prestige contre l'équipe B de la France avec tous les titulaires qui rentrent, aux alentours de la 70-75e, bah, c'est sûr que c'est un contexte un petit peu spécial. Mais ce qu'il en est ressorti, c'est, bah, on n'est pas passé loin. Il n'y a pas vraiment eu de, on va dire, de réflexion, enfin, tout a été c'était plutôt sur de la continuité Ouais, et pas, ça a généré un certain engouement quand même, cette campagne, parce que tu le dis, il y a beaucoup de doutes avant l'épreuve, tu l'as expliqué, et justement pendant l'épreuve, il y a quelque chose on a senti quelque chose pousser derrière la Tunisie ou pas plus que ça ou pas plus que ça, ouais. heu, après Tunisie-Danemark, un fort espoir, même si effectivement on est le dernière demi-heure de Tunisie-Danemark, c'est vraiment de la résistance pure et dure. Il y avait une énorme attente, ouais, pour Tunisie-Australie et une énorme déception. Heu et après beaucoup d'observateurs, bah, ont pris la victoire contre la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une victoire contre une équipe B. Donc c'était plutôt, bah, il faut voir le contexte et c'est 4 points certes, mais il faut voir dans quel contexte Ouais. ils ont été obtenus. Voilà. Il y a Règle Rouge qui nous dit la Tunisie ne joue que contre les équipes plus fortes qu'elle. Enfin, oui, c'est ce qu'explique Farouk, arrive à piéger des équipes plus fortes qu'elle, quoi. Complètement vrai. On va saluer Chuck Norris, super pseudo, premier message dans le chat, bienvenue à toi. Tiens, une petite question comme ça par rapport à cette Coupe du Monde, par rapport à un autre pays nord-africain qui a brillé. Justement, tu expliques qu'il y a une grosse déception qui a suivi, bah, notamment, il y a eu des espoirs et donc une déception, que les observateurs analysent cette Coupe du Monde comme un petit peu un trompe-l'œil. On l'a vécu comment en Tunisie, le parcours du Maroc? Bah, en vrai, alors il y avait quand même un contentement, c'est-à-dire de dire que c'est bien de voir un pays nord-africain faire une belle épopée et justement faire cet accomplissement. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit pour autant, bah, dans un contexte de CAN, ce qu'a fait le Maroc ne lui donne pas pour autant, bah, au contraire, va lui donner un statut de favori qui va être, pas si facile à assumer pour la prochaine CAN et forcément, il va y avoir beaucoup d'interrogations sur, bah, comment tu joues une CAN, heu, où tout le monde va vouloir te battre, va emmener les débats sur un autre terrain. Effectivement, le Maroc va devoir affronter des équipes qui ne feront pas du tout la même chose que l'Espagne et le Portugal. Le Maroc va être embarqué dans des situations similaires à ce que le Maroc avait vécu à la CAN quand il se fait sortir au tir au but, Mm. où bah, tu as la possession, tu vas avoir des blocs en face de toi, bah, effectivement des équipes qui vont vouloir les battre. Si c'est ce qui a été observé, oui, c'est dans un référentiel continental, heu, c'est qu'est-ce que ça va donner à la CAN? Mais par Mais contre, les gens étaient quand même contents pour le parcours du Maroc, bien entendu. ouais, il y a la notion de solidarité, on va dire, nord-africaine et même, je pense, continentale, hein, parce que tu vois, c'est un truc qui existe Ouais, un petit peu partout. Quand tu vois, par ouais. exemple, en Âme Sud, il y a Alors, eu une ouais, solidarité justement, sud-africaine. Oui. Sud-américaine, pardon. Ouais, Pierre? ouais, sur la sud-américaine, je suis pas sûr, mais justement, ouais, moi, Farouk,
Vraiment, tous les pays africains se sont solidarisés, derrière le Maroc, au mondial en disant: «Ouais, c'est l'Afrique, enfin l'Afrique est en demi-finale de coupe du monde», ou si tu es ghanéen, libérien ou rwandais, Afrique ça subsaharienne, quoi. passait. Oui, Voilà. beaucoup d'engouement, j'avais vu passer pas mal de vidéos dans plein de pays africains où c'était vraiment, bah, suivi suivi attentivement. Oui, effectivement, peut-être qu'un des pays voisins a peut-être vécu, les choses différemment, Ouais, comme dirait le rouge, peut-être pas l'Algérie. mais on a vu tout de même, des drapeaux algériens, avec les gens qui faisaient la fête, en France Ouais. pour, le succès du Maroc. Globalement sur le continent, oui, ça a été suivi avec beaucoup d'enthousiasme et positivement. Et justement, on va aborder par rapport à, tu vois, c'est par rapport à cette question du Maroc et par rapport, on va revenir à la Tunisie avec l'héritage de cette Coupe du Monde. On se posera peut-être même la question de savoir s'il y a un parcours du Maroc. Et on va pas se mentir, le Maroc, on le sait, au niveau Afrique, depuis plusieurs années, ça monte en puissance. Ça travaille dans tous les sens du terme. Ça a aussi une influence grandissante auprès des instances. Donc c'est un ensemble de choses qui font que c'est pas un hasard hein, si le Maroc arrive à un tel niveau maintenant. On pourra se demander si la Tunisie n'a pas peut-être envie d'essayer de s'en inspirer hein, à son échelle ou voilà, des choses comme ça. Mais justement, on va arriver sur la notion d'héritage que peut laisser cette Coupe du Monde, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Farouk, deuxième Coupe du Monde de rang, c'est n'était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire. Au final, comme tu disais, même si ça reste un trompe-l'œil, ça reste une bonne perf. Mais est-ce que on peut se dire pour autant ok, bah maintenant le football tunisien, ça veut dire qu'il travaille dans la bonne direction et ça veut dire que il va pouvoir continuer à se développer. Et est-ce qu'il a envie ou est-ce qu'il va faire quelque chose pour continuer d'avancer pour justement que ça réduire la rareté entre guillemets de deux compétitions consécutives? Eh bien, malheureusement, c'est décorrélé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tendances qui, justement, amènent de manière concrète à une régression, sauf que le porte-étendard, qui est l'équipe nationale, continue à avoir des résultats. Donc, forcément, ce sont 2 dynamiques qui n'ont absolument, bah, au final, aucun lien quand on regarde dans le concret. C'est-à-dire que quand on regarde les équipes de jeunes, c'est un petit peu compliqué pour avoir des résultats. Là, bon, là, aujourd'hui, l'équipe de Tunisie U20 s'est qualifiée pour les quarts de la CAN et donc à un match de se qualifier pour le mondial, donc c'est une bonne chose, mais voilà, ils l'ont fait au forceps. Mais on voit beaucoup de tournois d'Afrique du Nord où des petites catégories de jeunes, heu, bah, finalement montrent leurs limites. Il y a toujours le sacro-saint, échec, à chaque campagne de qualification aux jeux olympiques, les U23 n'y arrivent pas. Donc, on voit un petit peu les difficultés, soit pour capitaliser sur le, sur le potentiel qu'ont à la fois les locaux et les binationaux. Ça, c'est au final, ça, c'est un bon succès, c'est qu'il y a beaucoup de binationaux qui prennent le choix de venir jouer pour la Tunisie. Sur les sélections de jeunes, pour l'instant, ça se concrétise pas. Hem, donc le potentiel, il n'est pas encore exploité. Sur le plan local, ce qui indique une régression, c'est, bah, les résultats en compétition africaine, en C1 et en C3. Quand on regarde un petit peu la photographie des 3 dernières années, alors qu'on était habitué sur la C1 à aller chercher des demi-finales et des finales, là, l'Espérance de Tunis, bah, là, cette saison, je pense que ça va être un petit peu mieux, mais sur les Mmh. dernières saisons, il y avait eu une présence seulement tunisienne en demi-finale de Ligue des Champions et là, il y a 2 saisons quand l'Espérance avait été sortie largement par Al Ahly en demi, éliminé en quart la saison dernière, et sur la C3, sachant que la C3, c'est la compète où les clubs tunisiens sauvent leur saison et ben, sur les 3 dernières saisons, une seule présence en quart. Les Ouais. clubs tunisiens sortent de plus en plus vite et ça, c'était inhabituel parce que ça restait le s entre guillemets «la seule chasse gardée» où on voyait le savoir-faire local et sur ces dernières années, la tendance est pas favorable. Ouais. C'est décorrélé aussi sur, bah, le championnat qui n'est pas facilement trouvable. Ça rejoint un petit peu ce qu'on va évoquer tout à l'heure. Là, actuellement, les matchs de gala sont diffusés sur une chaîne qatari qui est gratuite, Al-Cas TV, mais le championnat n'a pas de diffuseur, télévisuel local. C'est une appli, qui s'appelle D1 Sport qui permet d'accéder à tous les matchs, mais de manière chaotique. Voilà, il n'y a pas toujours tous les matchs, les diffusions sont un petit peu compliquées à suivre. Quand on veut suivre ce championnat, ça devient de plus en plus difficile et il y a toujours ce souci de, bah, beaucoup d'à côté, c'est le culte du résultat, donc beaucoup de violence, beaucoup
d'incidents, c'était déjà monnaie courante il y a quelques saisons, c'est de plus en plus fréquent. Donc pour le coup, bah, il y a des tendances sur plein de points qui sont vers la régression, mais la sélection continue Ouais, pour l'instant, ça n'impacte d'assurer pas. le minimum. C'est ça. Et pour l'instant, en fait, on a l'impression que ça, il y a qu'elle qui y échappe finalement un petit peu à tout cela. Ben, c'est-à-dire que, en fait, les gens commencent vraiment à avoir du mal à se dire: «Bon, ben, à chaque fois, on assure le minimum, le quart de la CAN, on l'a au moins». Sauf que du coup, bah, tant qu'on assure le minimum, il n'y a pas de remise en cause globale de comment est-ce qu'on peut aller faire mieux. Donc tant qu'il y a toujours un minimum qui est assuré sur le plan du résultat, c'est difficile de changer beaucoup de choses. Mais, pour autant, c'est aussi parce qu'il y a pas mal d'éléments positifs que ça tient. Ouais. Ouais. Alors, par rapport à quelques questions qui sont dans le chat sur la sincérité de l'Union sacrée des pays africains, je vois hein, les messages de Biscuit Prince de Lu, de Red le Rouge là-dessus. Voilà. La sincérité, c'est toujours difficile de la mesurer. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Oui, il y a des tensions hein, entre les pays du Maghreb, entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, enfin entre tout le monde, hein, en fait, concrètement. Euh, donc voilà, je suis pas convaincu qu'on ait envie d'aller sur le terrain d'essayer d'analyser la sincérité parce qu'on va pas y arriver de toute façon. Quand on prend juste l le, d'un point de vue communication, effectivement, le parcours du Maroc était tout de même vu positivement. Quand on voit de la part de beaucoup de gens qui suivent les compétitions africaines, heu, j'ai quand même vu beaucoup de choses plutôt positives, niveau com. C'était quand même une bonne chose. C'était même une agréable surprise, Oui, globalement. surtout dans les temps actuels. Et quand tu parles de communication sur les réseaux, encore plus. Euh, Bah, franchement, c'était cool, ouais, franchement, c'était cool et puis, ça a quand même mis une dynamique et puis voilà, c'était effectivement, symbolisé dans une globalité le progrès du continent d'avoir enfin une demi-finale. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, clairement, clairement. Et donc voilà, en plus, voilà, enfin voilà, le parcours du Maroc. On l'a dit, voilà, donc on va voir si, bon, moi, on connaît toujours hein, les théories du ruissellement. Hein, il y en a qui aiment, il y en a qui y croient, il y en a qui, hein. Voilà, on va voir si ça ruisselle sur le foot africain. Je pense que rien qu'en posant la question, on a déjà la réponse. Bref, par rapport justement à ce bilan, tu dis que tu fais du football africain, du football tunisien, pardon. On va revenir sur la Tunisie. Euh, avec ce côté paradoxal, donc, qui est que il y a un peu un arbre qui cache une forêt où on a la sensation que ça travaille pas trop derrière. Pierre nous dit on est dans le même bateau en parlant de la Colombie. On peut le faire avec pas mal de pays, en fait, hein, ce constat. Il y a des pays où tu as l'arbre qui cache la forêt. Parfois, il n'y a plus d'arbres. Hein. La bise au Chili. Mais voilà, il y a ce côté un petit peu paradoxal là. On est en train de dresser un tableau qui, on est dans le grand classique des 9-10. On est en train de dresser un tableau presque déprimant en se disant bon bah ils font rien mais tant que ça tient bah pourquoi pas. Mais tout n'est pas Non. négatif pour autant. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il y a quand même pas que du négatif dans le foot tunisien en ce début, enfin voilà, on va dire en cette période post-Coupe du Monde 2022. Non, non, effectivement, ce qu'on peut retenir de bien, c'est qu'effective d'un point de vue individuel, sur l'ossature principale de l'équipe nationale, il commence à y avoir des belles carrières qui commencent à se dessiner et ça, vraiment, ça fait plaisir, de voir Talbi s'imposer à Lorient, de voir, Skiri, toujours valeur sûre, au FC Köln, Laidouni qui vient de rejoindre l'Union Berlin, donc qui fait des bons débuts, c'est un grand, grand espoir, mais maintenant voir Hannibal Mejbri enchaîner à Birmingham, heu, beaucoup être plébiscité, enfin arriver à canaliser son énergie et ce garçon, une énergie, il en a énormément. C'est quand même porteur d'espoir pour dire que ces cadres-là, enfin Hannibal Mejbri est amené à être un potentiel titulaire dans les années à venir. Si s'installe une régularité, une constance, de quoi faire un 11 compétitif, c'est quand même signe d'espoir. Ouais, parce que pour rebondir par rapport à ses performances individuelles et par rapport aux quelques exemples que tu viens de donner, ces joueurs-là jouent dans les meilleurs championnats européens. On sait que c'est souvent un grand débat, tu vois, si je fais le parallèle avec certains pays sud-américains, c'est un grand débat quand un sélectionneur arrive et dit il n'y a pas assez de joueurs qui jouent en Europe, il se fait fracasser régulièrement, alors qu'on le sait, bon voilà, on va pas se mentir, on en parlera tout à l'heure avec la Coupe du Monde des clubs, mais
entre guillemets, championnats, les meilleurs championnats dans tous les sens du terme sont forcément en Europe. Le fait d'avoir plusieurs, tu disais, des joueurs qui commencent, qui vont être des cadres ou qui le sont déjà en fait, qui jouent dans ces championnats-là, c'est un motif d'espoir pour la sélection, très clairement. Avec un petit bémol, une fois de plus, on monte notre expertise pour produire des 2, des 3, des 6 et des 8. On fait du défenseur central, C'est vrai. des milieux défensifs. Forcément, c'est dans les postes où la Tunisie est particulièrement experte que ces profils-là s'imposent. C'est sûr qu'effectivement, si il était possible de pouvoir avoir des profils qui s'imposent durablement, que ce soit pour des neufs, que ce soit pour des ailiers. C'est aussi là-dessus que l'axe d'amélioration peut être présent. Mais ça peut être justement, on est en train on est en train de se mettre sur le côté positif de la chose. Ça peut être aussi entraîner une dynamique, voir des joueurs qui s'imposent de plus en plus dans des grands championnats européens. Ça peut aussi entraîner un mouvement. C'est pareil aussi avec les recruteurs et les scouts qui vont commencer à regarder peut-être côté Tunisie ou des choses comme ça, tu vois. Donc ça peut être ouais, enfin ça peut être initier un mouvement concrètement. C'est ce qu'on souhaite. Mais en tout cas, de voir ces quelques joueurs commencer à enchaîner dans des championnats européens de grand standing, ça fait plaisir. Vraiment, Ouais. ça fait plaisir. Donc ça, c'est un premier point positif, on va dire individuel sur des joueurs. Il y a aussi d'autres points positifs. Tu évoquais à l'instant les grands qui ont un petit peu du mal sur les compétitions continentales. Tu évoquais un petit peu le championnat. Justement, si on regarde un petit peu le championnat, il y a aussi quand même des motifs d'espoir. Bah, effectivement, là, ce qui est vraiment rafraîchissant, et peut-être qu'il y a une opportunité parce que les 4 gros clubs ne sont pas non plus au sommet de leurs possibilités. Là, actuellement, les playoffs vont se jouer après une saison régulière qui a qualifié 8 clubs. En fait, il y avait 2 groupes et les 4 premiers participent aux playoffs qui vont démarrer le 1er mars. Donc il y a pas mal de clubs qui ont fait une saison régulière vraiment satisfaisante, qui sont plutôt habitués, soit au milieu de tableau, soit à lutter pour la relégation ou justement à avoir du mal à se hisser dans le top 5, dans le top 6, qui vont peut-être justement dans ce format play-off pas mal chambouler les cartes. Mais s'il y a un club qui est porteur de particulièrement d'espoir et qui enchaîne particulièrement, c'est l'US Monastir. L'US Monastir, qui était remonté au début des années 2000, qui avait pas mal joué la relégation, qui avait pas mal joué la relégation aussi et fait le yo-yo au début de la décennie 2010 et qui, de l'effet de l'enchaînement de 3 entraîneurs qui sont des gagneurs, plus la capacité à trouver des bonnes pioches, a réussi à s'installer dans le top 5 régulièrement, qui a fait podium à 2 reprises sur ces 3 dernières saisons, vice-champion l'année dernière et 3e il y a 2 saisons. En fait, c'est du fait d'avoir pu dégager une ossature solide avec des profils inattendus. Parce que l'année où l'US Monastir finit 3e, et bah, ils ont recruté un attaquant nigérian qui jouait en Albanie, Ah qui ouais. débarquait de nulle part. Anthony Okputo, il débarque, meilleur buteur, il repart et on n'entendra plus parler après. Ils avaient fait des trouvailles en relançant des meneurs de jeu tunisiens comme Elias Glassi qui n'avait pas trop pu enchaîner et là cette même saison, il faisait une saison incroyable et après ces joueurs-là, ils arrivent à les renouveler et ils se basent quand même sur une ossature axiale qui est, plutôt solide. À chaque fois, ils arrivent à trouver des milieux défensifs forts comme le Nigérian Moses Orkuma. Ils ont trouvé ensuite le frère de Jean Odaoulou, Roger Aoulou, qui est désormais maintenant au Raja Casablanca. Et après, ils ont toujours réussi à renouveler avec des trouvailles plutôt inattendues, 7 axes, quelqu'un pour donner des passes, un milieu défensif solide et un attaquant à droit. Et ça, sur 3 saisons, ils ont toujours réussi à le renouveler, jamais avec les mêmes personnes. Et du coup, bah, ça se concrétise parce que là, l'US Monastir a fini premier de la saison régulière dans son groupe, loin devant le club africain pendant que l'Espérance et l'Étoile étaient dans l'autre groupe. Donc va s'imposer comme un outsider sérieux. Et hier, l'US Monastir, en C3, s'est imposé contre le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi. Ouais. Ce qui pose tout de même la performance et c'est une équipe vraiment à prendre très très au sérieux. Et c'est une équipe donc qui montre que, enfin oui,
qui montre que l'on peut bien travailler concrètement en Tunisie. C'est possible, tu vois. Mais du coup, ce qui est paradoxal, c'est que c'est beaucoup plus avec des profils expérimentés Ouais. ou des bonnes trouvailles. On n'est pas sur de la formation, de la promotion. On n'a pas ce profil de club là encore en Tunisie. Bah, le truc, c'est que tous les éléments les plus prometteurs sont assez vite Ouais, ils partent vite. pistés, soit par le CSS, soit par l'Étoile du Sahel, soit par l'Espérance, soit par le club africain. Donc forcément, quand vous êtes un club de milieu de tableau, vous allez beaucoup plus faire votre chemin avec des revanchards, avec, si vous avez une bonne cellule de recrutement et que vous avez repéré dans les championnats de Côte d'Ivoire, de RDC, des profils qui vont pouvoir vous faire une plus-value à certains postes, des expérimentés. C'est plutôt avec ça. C'est-à-dire et surtout avec des entraîneurs capables de tirer le max d'un effectif. C'est plutôt avec cette méthode-là. Ouais. Alors tu parlais d'entraîneur, là, la transition, elle est toute faite. On a dit, hein, il y a des choses au sein de la sélection, il y a des éléments positifs avec l'éclosion et la confirmation de certains cadres. Il y a des choses positives au niveau des clubs avec des clubs qui travaillent bien et qui font, voilà, qui commencent à faire de vrais parcours. Tu prenais l'exemple de Monastir à l'instant, mais il y a aussi des techniciens tunisiens qui s'exportent bien. Effectivement, là, ça a été suffisamment rare pour être souligné. À l'instant T, il y a 3-4 mois, il y avait des entraîneurs tunisiens de renom dans des grands clubs en Algérie, au Maroc et en Libye. Alors, certes, certains d'entre eux ont vu les choses un petit peu se compliquer assez rapidement. Je pense à Mehdi Nafti au Wydad Casablanca, qui est déjà quasiment Ouais, ça va sauter là, je pense. Ouais. Bah, en fait, Mehdi Nafti qui avait gagné la CAN 2004 avec la Tunisie, qui a exercé en Espagne, qui justement avait pris les rênes du Wydad il y a 2 mois, mais l'échec en coupe du monde des clubs l'a un peu mis dans une situation difficile. Ça, plus la Ligue des Champions, hein, où ça va pas fort. Ouais. Ce qui fait que ce soit en Algérie, en Libye, au Maroc, il y a eu effectivement, à l'instant T, il y avait des entraîneurs tunisiens plein placés, mais plein qui ont eu beaucoup de difficultés, à l'exception donc de Monver Kebayer, l'ancien sélectionneur de la Tunisie à la CAN. Attends, elle s'est jouée quand la CAN 2021? On est d'accord, la CAN 2021, elle s'est jouée en 2022. Bon, bah Monver Kebayer, oui, j'arrive plus à suivre. Ouais, non, mais t'inquiète. Monver Kebayer était sélectionneur de la Tunisie. Il avait un CV où il faisait bien jouer des équipes qui n'étaient pas prétendantes au titre. Et quand il a eu des prétendants au titre, les expériences n'ont pas été fructueuses. Là, avec la sélection, bah, il est, le bilan a justement été cette CAN un petit peu en deçà de ce qui était espéré. Bah, on se souvient de justement le principal souvenir qu'on a, c'était lui qui était complètement éberlué au moment où l'arbitre zambien siffle C'est la vrai. fin du match contre le Mali à la 85e, puis sans arrêt de jeu. Effectivement, cette image-là qu'on garde de Mover Kebaya, c'était lui qui était complètement halluciné de ce qui se passait. Il avait quitté son poste après, et là, bah, du coup, au Raja Casablanca, ça marche bien. Le Raja Casablanca a du coup gagné 8 de ses 10 derniers matchs, Ouais. fait une très bonne campagne en Ligue des Champions, à la fois avec des joueurs marocains au milieu de leur carrière et qui font là les 3-4 mois les plus réussis de leur carrière, alors que c'est des jeunes de 25 ans, mais du coup qui, pour la première fois, font une saison aboutie, et le tout encadré quand même avec des étrangers de renom. Parce qu'il y a Abdelraouf Benguit, l'ancien milieu défensif de l'Espérance de Tunis. On y vient, Roger Aoulou, l'ancien milieu défensif de l'US Monastir. Donc c'est quand même avec l'apport de joueurs étrangers de renom et le virevoltant ancien ailier du Paradou, Yosri Bouzok. Donc le Raja, à la fois avec des joueurs on va dire pas tout jeunes, mais qui enfin sont en cours d'éclosion, et des étrangers qui apportent une vraie plus-value. Là, bah, Monver Cabayer on est sur 3-4 mois de très très bonne dynamique. Voilà. Bah, en tout cas, voilà, on finit sur une note positive. C'est très rare hein, dans les 9-10 qu'on soit positif en ce moment. Profitez-en, messieurs, dames. Non, mais c'est vrai, hein, parce que alors, les sujets qu'on aborde ces derniers temps,
C'est très très vite, on vire dans la déprime. Mais voilà, il y a quand même des motifs d'espoir et des motifs de, voilà, de choses qui avancent dans le bon sens du côté de la Tunisie. Vous avez vu au niveau de la sélection, au niveau des clubs et donc au niveau des techniciens, on va forcément suivre ça. On va voir justement si ça va perdurer, s'il va y avoir une continuité dans tout cela. On va l'espérer surtout. On suivra ça évidemment avec attention. J'ai vu ta question, Biscuit Prince de Lu. Alors on va la poser. Ça sera la dernière. Elle sort de nulle part, effectivement. Il devient quoi, Selim Benachour? Sauf erreur de ma part, il est toujours dans le staff. Il était dans le staff comme un des adjoints à l'orée de la Coupe du Monde. Sauf erreur de ma part, il est toujours dans le staff. Voilà. On a répondu à ta question. La question qui sortait de nulle part et qui vient clore le dossier sur la Tunisie. Où va son foot? Eh ben, on l'espère dans le bon sens en s'appuyant sur ces éléments positifs. On l'espère. Voilà. On va enchaîner. C'est pas fini, vous allez encore l'entendre Farouk après, parce que là, voilà. On était dans le positif, on sait que ça peut pas durer dans un 9-10, c'est pas possible. Euh, on va aborder le sujet qui fâche la planète Hello. On va aborder la Coupe du Monde des clubs. On va aborder, je le disais, la Coupe du Monde des clubs et on va l'aborder avec cette fameuse question un petit peu provocatrice, mais pas tant que ça finalement, celle de savoir si elle a encore une utilité, à quoi bon aller la jouer. Non, merci, au revoir. Non, au C'était revoir. bien. Allez, Suivant, merci. le 9-10 est terminé, 15 minutes en Non, avance. non, C'est cool. comment voir les matchs de foot de la planète Hello Ah ouais, attends, le dernier dossier, il va être Troisième attendu. dossier. Non, mais Allez, bon, hop. voilà. Merci. Merci Baptiste pour cette intervention asiatique. Les Asiatiques, hein, l'Asie de Baptiste est toujours très efficace. Faut dire qu'elle est un peu moins dans la Coupe du Monde des clubs, justement. On va en parler de cette compétition, hein, cette compétition qui, alors, on le sait, c'était l'Intercontinental. On va pas faire d'historique parce qu'on en a pour 4 heures et il y a déjà plein d'articles sur Hello et on en a déjà parlé. Elle est traditionnellement, elle opposait l'Europe à l'Amérique du Sud. Elle s'est petit à petit ouverte. On va mettre des guillemets sur la notion d'ouverture parce que le format restera toujours aussi une grande question. On abordera la prochaine réforme de 2025 et on va essayer de commencer par, si on pose la question justement de savoir à quoi bon cette Coupe du Monde des clubs, c'est qu'il y a un bilan qui, bah voilà, qui fait mal. On va essayer de voir un petit peu sur les 3 zones. On va commencer par ça en faisant justement ce bilan. On va commencer avec toi, Pierre. On va commencer avec l'âme sud. Justement, le bilan sud-américain, il pique. Est-ce que tu peux nous le faire? Ouais, bien sûr. Depuis les 10 dernières années, donc la dernière victoire, c'est le Corinthians en 2012. Depuis, il n'y a eu que des victoires européennes. Et pire, si on regarde sur les 5 dernières années, il y a eu Flamengo en 2019 qui va en finale contre Liverpool et Palmeiras qui va en finale contre Chelsea en 2019-2021. D'ailleurs, les deux perdent aux prolongations, enfin pendant la prolongation. Et sinon, sur les 5 dernières éditions, il y a 3 fois où le Sud-Américain saute en demi. Il y a eu River qui a sauté, il y a eu Palmeiras qui a sauté une année, et cette année, c'est le Flamengo, cher à Marcelin Chamois, qui a aussi sauté. Donc voilà, c'est quand même à l'échelle de l'Amérique du Sud, se planter 3 fois sur les 5 dernières éditions, c'est un bilan vraiment catastrophique. Ouais, parce qu'il y a 2 moyens de le voir, c'est-à-dire de se dire, ça veut dire que les écarts se réduisent. Ça, c'est possible, c'est même probable, ou pas. Enfin, en tout cas, en dehors de l'Europe, on va y revenir. Il y a Oui, voilà, une autre façon de le voir, c'est de se dire que côté sud-américain, on n'est peut-être plus forcément la grande puissance qu'on était censé être sur les décennies précédentes. Mais cette question-là, évidemment, l'Amérique du Sud ne se la posera pas, hein, tellement parce que c'est pas le genre de question qui se pose. On voit que le bilan côté sud-américain, il est pas ouf. On l'a dit, la Coupe du Monde des clubs a ouvert entre guillemets aux autres continents. Justement, sur les autres continents, on va revenir vers toi, Farouk, par rapport au bilan. On est dans l'étape du bilan. Le bilan africain, ça donne quoi à peu près? C'est-à-dire que si on prend la photographie de la dernière décennie, il y a eu 3 dynamiques différentes. Alors au début de la décennie, c'était quand même réjouissant de voir le tout-puissant Mazembe aller chercher la finale en 2010 contre l'Inter. Voir le Raja Casablanca
atteindre la finale du mondial des clubs, de 2013 contre le Bayern, avec la particularité que le Raja ne le fait pas en tant que représentant du continent, mais en tant que champion du pays organisateur. Ce qui est tout de même, voilà, une précision importante parce que justement dans ce contexte, quand elle est jouée au Maroc, ça veut dire qu'il y a 2 clubs CAF qui la jouent. Donc c'était 2 exploits qui étaient porteurs d'espoir. Ensuite, il y a eu un enchaînement d'années que je qualifierais de vraiment cauchemardesque, car, ce qu'il y a eu, c'est que du fait des années compliquées de beaucoup de locomotives du continent africain, au niveau de la Ligue des champions, ça a fait des années moins compétitives et systématiquement le champion d'Afrique arrivait dans un contexte où, bah, effectivement, heu, il sortait vainqueur d'une compétition qui était moins relevée et systématiquement se faisait sortir au premier tour. Je pense en particulier à la funeste édition 2014 où les 2 représentants africains se font sortir par Auckland City, coup sur coup. Le tout-puissant Mazembe 2015 qui gagne super facilement la Ligue des champions, mais qui n'arrive pas à enchaîner. Les Sundowns aussi qui ont une déconvenue. Voilà, entre 2014 et 2017, c'est le désespoir, le représentant africain qui sort tout de suite. Et ensuite, un petit peu une stabilisation. L'Espérance de Tunis, malheureusement, qui avait vraiment une très, très grosse équipe, qui a remporté la Ligue des champions à 2 reprises, n'est pas arrivé à aller chercher son match référence. Le match qui dit qu'on laisse une empreinte sur la coupe du monde des clubs. Malheureusement, ils étaient sortis 2 fois. Et la stabilisation est venue, bah, du coup, avec le retour, sur le devant de la scène de la principale locomotive du continent, qui est l'Ahly, qui du coup, bah, a décroché 3 troisièmes places consécutives et qui s'est remis sur le bon chemin et du coup, bah, dans la foulée ou pas nécessairement dans la foulée parce qu'avec la réforme du calendrier, bah, du coup, quand, on est passé sur 2 années, le vainqueur de la Ligue des champions l'est en juin et du coup joue la compétition beaucoup plus tard, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Là, El Ahly, du coup, sur ces 3 dernières saisons, bah, du coup, a décroché 3 troisièmes places 2, 2, 2, 2. et Ils perdent oui, contre 2, Flamengo. effectivement, 2 troisièmes places Mais c'est déjà ça, hein. et c'est tout de même, oui, c'était tout de même, on va dire, une tendance à la stabilisation Ouais. pour des prestations un peu plus honorables. Oui, oui, parce que pendant ce temps-là, on peut faire la bise aux Mexicains, hein. Qui Effectivement. qui était Bah, il censé y a être, Tigres qui fait une finale contre le Bayern. oui, 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 il y a Tigres qui fait Et, sa finale, mais après tu as les Rayados d'ailleurs, c'était un ah message dans oui, le oui, chat, hein, je sais plus, je ouais, crois que ouais. c'est Il Biscuit se fait Prenelu qui le défoncer dit. par Ça une me fait équipe marrer de B. voir l'équipe B d'Al-Ahly fesser les Rayados, mais voilà. Et bon, et là, il n'y avait même pas de Mexicains cette année puisque c'était Seattle. Justement, tu parlais, Farouk, de calendrier, tu parlais de ces dynamiques-là sur l'Afrique, qui est finalement plutôt pas mal, hein, la dynamique africaine, hein, si ça fait un peu montagne russe parce qu'il y a eu deux grandes forces, enfin deux grands exploits. Tu le disais avec Mazembe et le Raja. Il y a un petit creux de vague et là, ça semble porté par une locomotive. Il y a toujours besoin de locomotive, hein, c'est terrible, mais c'est vrai. Euh, et tu parlais de calendrier. Si on pense calendrier sur un continent, alors on va évoquer l'âme sud tout à l'heure, mais on peut aussi parler de l'Asie. Et on peut faire la transition avec l'Asie de Baptiste. Euh, le bilan des Asiatiques, Baptiste, depuis la Coupe du Monde des clubs, ça donne quoi le bilan? Et alors, en plus, si je te lance sur le calendrier, je sais que tu vas insulter les mamans. Mais, mais bon. L'Asie, l'avantage de l'Asie, c'est que depuis 2006, il y a pratiquement toujours eu 2 clubs de qualifiés. Parce Ouais. qu'il y a le pays hôte et il y a le champion de l'Asian Champions League. Donc globalement, par rapport aux autres continents, l'Asie a toujours été un peu mieux lotie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir des bons résultats, ce qui fait que, alors on le met toujours, hein, derrière, l'Europe et l'Amérique du Sud qui sont vraiment les 2 continents moteurs de cette compétition. L'Asie arrive en troisième avec les meilleurs résultats et notamment grâce aux 5 ou 6 dernières années, où finalement ils ont fait 3 finales, hem, avec Kashima, Al Ain et Al Hilal cette année et notamment en 2016 où Kashima a poussé le Real Madrid, hem, à la prolongation avec, voilà, un arbitrage, africain d'ailleurs, hein, je tiens à préciser, qui était un peu un peu bizarre. Bon, voilà. Mais globalement, ils ont toujours réussi à se à, mmh, à,
comment dire? À survoler entre guillemets les autres conféds. Globalement, l'Asie, ils sont pratiquement toujours 4e minimum. Voilà, donc ils sont soit 5e, soit 3e, soit 4e. Donc globalement, pour eux, pour une compétition qui, en fonction de qui est là, se joue en fin d'année ou en milieu d'année, bon, ils s'en sortent pas trop mal. Après, on sait très bien que, quand c'est en fin d'année, bah, voilà, c'est pas le meilleur moment. Après, quand c'est au milieu d'année, ça se passe beaucoup mieux. Ouais, et ça pose aussi la question de, mais on va y revenir tout à l'heure sur, tu le disais, hein, ils ont 2 chances parce qu'ils accueillent. On évoquera un petit peu la géographie tout à l'heure par rapport à cela. Donc vous le voyez, en fait, au final, on s'aperçoit que côté africain, il y a une petite vague, il y a un petit creux, mais cette vague, elle semble quand même être là. Elle est aussi maintenant reprise en main par Al Ahly, comme vous disiez, comme vous l'expliquez Farouk. L'Asie semble plutôt satisfaite et semble quand même, comme tu le dis, Baptiste, monter, enfin, s'installer tranquillement dans ce paysage. Il y a finalement que l'Amérique du Sud qui est en train de dégringoler méchamment, pendant que, alors je l'ai vu passer, hein, parce que j'ai dit le message, les Européens viennent en tongs, les Européens viennent en tongs et gagnent, c'est peut-être ça le problème, parce que effectivement, quand les Sud-Américains viennent en tongs, ils sautent. Et justement, cette question, on va la poser, de savoir pourquoi, et si on pose la question du à quoi bon cette Coupe du Monde, euh, il faut aussi se demander si justement cette compétition, elle a un intérêt. Je parlais des tongs pour les Européens. On sait très bien qu'en Europe, la Coupe du Monde des clubs ne passionne absolument personne. Là, je parle en termes de supporters d'un club européen qui va dans cette compétition. C'est un petit peu... ouais, tout le monde s'en fiche un petit peu de cette compétition. Qu'en est-il dans nos différentes confédérations? On va commencer par toi, Pierre. En Amérique du Sud, est-ce qu'elle a encore, parce que à l'époque de l'intercontinental, forcément, mais est-ce que la Coupe du Monde des clubs a encore un intérêt auprès des suiveurs du football sud-américain? Bah, elle a un intérêt quand tu as un pays, quand tu un pays qui y va, en fait, tout simplement. Oui, oui, mais pour celui qui y va. Voilà, pour celui qui y va, là, pour prendre l'exemple, en 2016, oui, cette coupe du monde intéressait en Colombie, voilà, puisque le représentant sud-américain qui y allait, c'était l'Atlético Nacional. Mais sinon, elle passionne vraiment pas grand monde. C'est pas, disponible entre guillemets sur les chaînes, traditionnelles, on va dire. En tout cas, ça passait pas sur les chaînes du foot européen. Voilà, une grande chaîne américaine que tout le monde connaît, hein, avec un logo avec un petit E. Oh, Voilà, tu peux y c'était aller, pas hein, ESPN, hein, on va citer plein de marques et de trucs tout à l'heure, hein, tu peux y aller. Hein. voilà. OK, bah, oui, c'était pas dispo ni sur ESPN ni sur Star+. Ça passait pas, je pense que ça passait sur DirecTV, mais voilà, tout le monde ne l'a pas, qui était un opérateur, en tout cas pas le 1er, pas le plus important ici, donc c'est déjà compliqué d'y avoir accès, de regarder les matchs. Alors, bah, si tu en parles dans les émissions, le soir, tu vois, un petit peu type l'after ou type le live soirée Sudam. Ah oui, tiens, tout à l'heure, il y a eu Flamengo qui s'est fait défoncer par Al Hilal, hein, c'est ça? Ouais. Donc, ouais, bah, ok, c'est cool, à l'année prochaine. Mais voilà, sinon, ça passionne pas outre mesure, quoi. En plus, ça joue, voilà, là, ça jouait et ça joue généralement en plein championnat sud-américain. Donc voilà, enfin, quand tu es mal organisé. Donc Ouais. voilà, ça passionne pas plus que ça, quoi. Alors c'est peut-être aussi lié au fait que les Sud-Américains n'existent plus dans cette compétition, ou existent quasiment plus, on va dire. On va justement poser la question de savoir ailleurs. Euh, au Mexique, la Coupe du Monde des clubs était sur VIX. Je déteste cette appli, ouais. Mais je sais que les Mexicains, par exemple, se nourrissent de la Coupe du Monde des clubs, s'en nourrissaient. Moi, je me souviens quand on était parti en 2016 faire le reportage sur l'América, ils ne parlaient que de ça, d'aller représenter le Mexique à la Coupe du Monde des clubs. Donc, il y a cette dimension mondialiste, volonté de représenter à l'échelle mondiale le pays, hein, même pas le continent, le pays. Je pense que les Brésiliens sont encore très attachés à ça. Les Argentins encore, ça dépend qui y va, mais quand un Boca et un River y va, quand River prend 3-0 contre Barcelone, c'est pas bien vécu. Quand River se fait taper par Alain après la finale de Libertadores que l'on a eue, ça passe pas non plus. Mais justement, on va voir sur les autres. Pour l'Afrique, Farouk, par exemple, est-ce qu'elle a un intérêt auprès des gens, auprès des suiveurs et auprès du public, cette compétition?
Ben, c'est beaucoup plus pour la fanbase du club concerné, mais c'est quand même, quelque chose de très motivant, et qui suscite toujours un fort engouement. Parce que, c'est la seule occasion, de situer, le vainqueur de la Ligue des champions africaine sur l'échiquier mondial, c'est-à-dire d'affronter des équipes européennes et asiatiques, enfin européennes et sud-américaines dans un contexte autre que des matchs amicaux et qui permet un peu de ressusciter la coupe afro-asiatique, qui n'existe plus pour les confrontations Afrique-Asie. Et à l'époque, bah, justement, malheureusement, cette coupe afro-asiatique, elle n'était pas médiatisée ou très peu. Du coup, bah, c'était un peu quelque chose dont tu entendais parler de loin et quand elle a disparu, il n'y avait plus ça. On ne pouvait plus se mesurer, aux champions du reste du monde. Et pour, situer l'importance que ça avait à une certaine époque, je vais prendre 3 exemples. À l'époque où, l'Afrique devait envoyer un représentant pour la première édition, donc en 99, l'Espérance de Tunis qui était bien lotie pour, être championne d'Afrique après le match aller contre le Raja, il y avait des spots pubs qui passaient à la télé pour «Let's go to Brazil». Donc c'était vraiment: on est en feu et on va remporter la Ligue des champions et aller, hem, découvrir le mondial des clubs au Brésil et tout le monde était hyper enthousiaste. Quand l'Étoile du Sahel, sort Pachuca en 2007 et affronte Boca Juniors, bah, il y a eu des chansons sur ces matchs-là. Donc ça a contribué à une mythique, à une mystique, une mythologie autour du club. Et le Raja, quand il fait finaliste du mondial des clubs 2013, bah, il y a eu, la chanson «La Verte Nationale», à travers la Wataniya, que tout le stade chante pendant des années, des années, des années. Une mythologie construite autour de 3 matchs. Heu, donc c'est pour vous donner une idée que faire un exploit dans cette compète, c'est très, très important. C'est très important. Ouais, et ça montre donc qu'elle a un véritable intérêt pour la fanbase et pour les clubs africains qui y vont. Enfin voilà, eux pour le coup, n'y vont pas en tongs. On a vu l'Amérique du Sud, on a vu l'Afrique. On va se tourner vers l'Asie, du côté de Baptiste. On la vit comment? J'imagine déjà que tu vas me dire que ça dépend de quel coin d'Asie tu es, entre l'Est et l'Ouest, mais justement, on la vit comment cette Coupe du Monde des clubs, bah, par exemple, pour l'instant, enfin ouais, non, si peut-être que tu peux nous dire pour les deux, mais surtout peut-être pour l'Est. Bah, ça rejoint un petit peu ce que disaient Pierre et Farouk. C'est-à-dire que quand c'était au Japon, bah, forcément les Japonais le suivaient parce que, en plus ils accueillaient le pays européen, donc ça permettait à l'européen de se faire une petite tournée asiatique, gratos. Hem et les Japonais, notamment ceux du club, qualifiés, ils le suivaient beaucoup. Les Coréens, bah, suivaient un petit peu, mais alors uniquement la fanbase du club en question, le tournoi. Mais là, si tu veux, le tournoi de cette année, bon, il a pas forcément été suivi, quoi. En Asie de l'Est, on s'en fiche un petit peu. Le seul intérêt en plus, je pense que c'est uniquement à l'Ouest parce que ça permet de se Mm. mesurer aux grandes équipes à la grande équipe européenne et de profiter de ça aussi pour un peu se montrer un peu comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, on va pas se mentir, et aussi ça leur permet à eux de pouvoir, faire tourner leur équipe avec tous leurs étrangers. Parce qu'il y a pas de restriction dans cette compétition, là où il y en a en Asian Champions League et dans leur championnat local. Une restriction qui va bientôt disparaître. Voilà, bon, on va pas non plus épiloguer 500 ans, mais tout est fait pour que ces pays-là continuent de grandir et deviennent les stars du football asiatique. Donc on les aide, cette compétition leur permet d'être une vitrine, donc ils regardent. Après, est-ce que les supporters la suivent? Je suis pas sûr. À part les supporters d'Al Hilal, je pense Ouais, que c'est ça. personne n'a regardé cette compète, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je ne l'ai même pas regardée parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est une compète qui n'a ni queue ni tête, donc les Coréens, déjà, il faudrait qu'ils suivent leur propre foot avant d'aller s'occuper de celui qui ne les concerne pas, donc Bah après, voilà, après, c'est pas après très t'as déjà du mal à suivre la Champions League et on le comprend. Hein, on l'écrit assez souvent sur Hello, mais on va l'aborder dans un instant avec la notion quand on va aborder les pourquoi. Donc oui, clairement, la Coupe du Monde des clubs n'est certainement pas une priorité. Et en plus, cette année, vu quand elle tombait, s'il y avait eu un Coréen, elle serait tombée avant même son championnat, quoi. Donc ça n'aurait eu encore aucun sens. oui, bah, c'est un D'ailleurs, peu comme la finale, ça a toujours tout le temps, en fait. qui Parce aurait que qui même quand aurait c'est en dû décembre, c'est être, fini. bah, quand c'est en décembre, ils sont en pleines vacances, donc Ouais. c'est-à-dire qu'ils ont fini leur championnat depuis 3 semaines et puis on leur dit: «Bah, maintenant, il faut aller jouer une compète». Ah bah, super, c'est très intéressant pour nous. Et on se souvient, enfin moi je me souviens de John Book en 2016, son équipe, elle ressemblait à rien. Leonardo a envie de se barrer, donc il n'était pas là, enfin Choi Kang-hae fait n'importe quoi, ils se sont fait éliminer par Club America et puis personne n'a regardé la suite, quoi.
Ouais, Ouais, voilà. parce que moi, sur ce que dit Baptiste, c'est quand même très, très important de souligner le point calendrier, hein. Ouais, Le calendrier, on va l'aborder dans les pourquoi dans un instant, Pierre, justement. je garde les Ouais, munitions. garde tes munitions, tu vas pouvoir envoyer dans un instant. Gaël nous dit dans le chat si un club français gagne la C1, je pense que ça intéressera ici. Oui, probablement. Après, je pense qu'on est assez tranquille sur le fait qu'un club français gagne la C1. Ouais. Voilà. Voilà, Miguel, ouais, ça va être compliqué, hein. Ouais. Ah, Gaël de Marseille en plus, bon, Oh, 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 faudrait respecte ça, gagner hein. des matchs des gens C1. Bon, on va passer à la suite, c'est une balle perdue. Toujours, hein, ne jamais oublier la balle perdue pendant l'émission. Euh, Oh, le Bordelais qui se Ouais. défoule, Écoute, ça va mieux? remonte en Ligue 1 et puis on en parle après déjà. ça va bien, merci. Donc, on va passer, on a vu les... on a Bah, il lui vu... manque Anguijo pour remonter, ça va être Exactement, compliqué. on a perdu Guangzhou, mais peut-être que Séoul va aller chercher, ou Seoul, si je le prononce mieux, va aller nous chercher une Champions League grâce à Wang Weizhou. Je vais acheter le maillot Ils sont Seoul. pas qualifiés, donc calme-toi, hein. Non, mais dans 2 ans, ils vont gagner le championnat cette année, la Ligue des Champions après, et ils finissent. Voilà. Bref, Ok, on va, merci. Bah, merci pour la relégation, merci. Je vais plus regarder la saison. on va y aller sur justement, on a fait le bilan, on a vu comment c'était un petit peu plus ou moins vécu par les différents continents, par les différents pays. Maintenant, on va essayer d'analyser le pourquoi de ces bilans, le pourquoi on en arrive là aussi. Avec plusieurs éléments, hein, justement, Pierre, à aborder pour essayer de trouver une raison. Bah, on va commencer par ce avec quoi tu voulais commencer, justement, d'ailleurs. C'est cette notion de calendrier qui est extrêmement importante, qui n'est absolument jamais prise en compte chez nous, par les Européens, parce que, voilà, pour eux, c'est différent. Elle est quand même très pesante. Baptiste l'évoquait pour John Book. On peut l'évoquer aussi pour les Sud-Américains. Et Farouk l'a un petit peu évoqué aussi par rapport à la Champions League africaine. Le calendrier, c'est quand même un gros problème pour les autres confédérations. Ah bah, c'est ça, à partir du moment où tu décides de caler ton calendrier, enfin de le faire sur l'année civile, c'est quand même compliqué, quoi. Tu parlais de River tout à l'heure. River, quand ils prennent 3-0 j'ai oublié le nom de l'équipe, mais je sais Alain, plus. Al Ain, voilà, ouais, c'est compliqué, hein. Je veux pas, en plus, je veux pas me planter parce que si je me trompe de Al, Baptiste, il va me tomber dessus direct. Bah Heu, non, je m'en fous, moi je les connais pas, il y en a 512, donc voilà, non, mais voilà, quand River prend 3-0, c'est au bout d'une saison complètement dingue. Alors en plus, il y a eu le scénar de la Libertadores avec cette fameuse finale à Madrid, etc. Mais voilà, le mois de décembre, c'est la fin de l'année dans beaucoup de championnats sud-américains, ils sont rincés. L'Atlético Nacional, pour reprendre le cas du pays dans lequel j'y étais en plus pour cette Coupe du Monde des clubs, c'est leur 80, le match contre Kashima, c'est le 83e match officiel de la saison. Les mecs, ils sont rincés au bout du rouleau, mais même pas au bout du rouleau, ils sont usés. En plus, en simultané, ils doivent jouer le championnat. Donc, ils ont envoyé les U17. Ils se sont fait évidemment sortir du championnat. par Santa Fe, Et c'est ça, hein. ouais, c'est ça. Et puis la géographie, l'Atlético Nacional, pour aller au Japon, quand tu vas de Colombie, il faut savoir que tu n'as pas de vol direct, hein, Bogota, Tokyo ou Medellín, Tokyo. Ils avaient fait un tour du monde. Ils avaient pris le vol pour aller Bogota, Paris. Et ils avaient pris Paris-Tokyo. Ils avaient enchaîné. Donc, tu te tapes 24 heures de vol, puisque c'est à peu près 11 heures pour aller en France et ça doit être kiff-kiff pour France-Japon. Je Donc, confirme, c'est ça, c'est voilà, 12 heures, 12 heures. Donc, tu tapes 23 heures de vol, peut-être un peu plus moins sans l'escale. escale. Ouais, voilà, non, non, plus. c'est plus long, c'est 14 heures aujourd'hui C'est pour aller au 14 Japon. sans escale? Bah oui, puisque tu passes plus par la Russie. C'est vrai. Oui, mais tu vois, moi, je vais bientôt y aller et j'ai 13 heures. Ouais, bah, enfin bon, bref, Ah bah on est à peu près dans ça les. doit être 13 heures, ça doit être 1 heure de plus que pour aller en Ouais, Corée. voilà, on est dans ces créneaux-là. Donc, tu tapes 24 heures d'avion plus ton escale à Paris. Tu arrives, tu as le décalage horaire, l'humidité et tout, tu es rincé, tu peux rien faire. Et c'est pareil, là, Flamengo, c'est tombé en début d'année, mais le début de l'année, c'est la pré-saison. Enfin, Flamengo, le Bah, Brésilien, c'est
Tu vois, pour le coup, Ouais, Flamengo est moins excusable cette année. moins On est excusable, sur mais un début de saison. Ils avaient les Stade Weich pour commencer tranquillement ouais, à ouais. se mettre en jambes. C'est peut-être la Bah ouais, ouais, fois non, où mais c'est c'est le vrai. moins excusable pour le Sudam. C'est vrai, mais bon, même ils jouent le championnat Carioca. Ouais, mais bon, le C'est championnat Carioca, hein. moi- Bah non, non, mais ça te prépare pas vraiment pour jouer pour le mondial des clubs. Tu rencontres pas, Oui, mais enfin, t'arrives pas fatigué. t'arrives pas fatigué, ça te met en jambes, mais tu es quand même moins en jambes que le Real Madrid, par exemple, qui est au milieu de sa saison, qui a fait une saison de Coupe du Monde, qui a repris tranquillou bilou. Enfin, voilà quoi, c'est quand même pas sur le calendrier, c'est quand même pas l'idéal pour les clubs sud-américains. Et ça tombe soit en début de saison, là, Flamengo, alors moins excusable, oui, oui, certes, peut-être, mais en tout cas, c'est vraiment le pire moment pour les Sud-Américains. Fin décembre, jouer décembre, novembre, décembre, janvier, février, c'est vraiment le pire moment. Enfin, les 4 mois. Les 4 mois où tu leur places une compétition comme ça, avec des milliers de kilomètres à faire, c'est vraiment le pire moment possible, vraiment. Ouais, c'est justement une bonne question, la question de géographie, et c'est quelque chose qu'on peut aborder justement avec vous, les Africains et les Asiatiques, parce que vous l'accueillez, cette compétition, systématiquement, hein. Enfin, voilà, là, ça se pose un petit peu au Moyen-Orient, ça s'était posé au Japon, euh, indépendamment des heures de voyage. On a vu aussi, Farouk l'a raconté tout à l'heure, quand il y a eu des épopées, quand ça a été organisé au Maroc, il y a eu des épopées. On parle du Raja, par exemple. Ce facteur géographique, il est important et il n'est pas pris en compte par la FIFA, justement, euh, parce que, par exemple, l'Amérique du Sud n'accueille jamais la compétition. On imagine que ça serait bien différent si la compétition se jouait au Brésil ou si elle se jouait en Argentine, par exemple, pour plein de raisons. C'est un facteur important quand même, la géographie, et on le voit dans la façon dont le paysage se redessine, avec les clubs Baptiste le disait, d'Asie de l'Ouest, qui contrôle, je parle sous ton autorité, hein, Baptiste, mais qui contrôle complètement la Confédération asiatique, qui sont en train de tourner cette Confédération asiatique en fonction de leur championnat au pluriel à eux. Euh, on le voit là, et c'est aussi pour cela que ça émerge très fort au niveau des. Les résultats sont de mieux en mieux, peut-être pour l'Asie de l'Ouest, Baptiste. Forcément, en plus, c'est eux qui ont le plus d'argent en Asie, donc ils s'achètent globalement les meilleurs joueurs, les meilleurs étrangers, parce qu'on sait qu'en Asie, avoir un étranger joue beaucoup, parce que globalement, vous faites jouer les meilleurs Saoudiens face aux meilleurs Coréens, les Coréens l'emportent. Mais si vous rajoutez 6 joueurs étrangers dans l'équipe, bah, celui qui aura les meilleurs étrangers, c'est les Saoudiens. Donc l'argent est là-bas, tout est fait pour être bien pour eux. Globalement, aujourd'hui, c'est ce qui est fait. On a quand même failli avoir une finale d'Asian Champions League avec Urawa, c'était son premier match de la saison. Donc voilà, juste dans quelle perspective on est, alors que Al Hilal, bah, eux, ils sont en pleine saison. Donc voilà, ils sont arrivés à cette compétition, eux, ils sont bien hein, physiquement. Et pour Là ceux, où, je fais par une petite parenthèse, tu l'évoques, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant de comment est organisée l'Asian Champions League, c'est amusant parce que Farouk disait tout à l'heure, ah, la CAN 2021, c'est joué en 2022, enfin voilà, on est paumé dans les dates, mais on va dire que c'était des raisons de Covid. Là, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas d'histoire de Covid, c'est juste une réorganisation du calendrier. Urawa est qualifié pour la finale depuis le mois d'août 2022, et on est encore en train de jouer l'Asian Champions League 2022, dont la finale aura lieu dans 2 mois, hein. Donc, c'est ça. donc Non, voilà, mais et on vient de jouer la partie ouest, justement, ce que explique Baptiste, la partie Moyen-Orient. Al Hilal, qui par exemple s'est qualifié pour la finale en gagnant 7-0 en demi-finale. Voilà, tout va bien. oui, et eux, ils auront déjà tous leurs automatismes quand il y aura la finale, et sachant que la finale va jouer en 2 matchs et à un mois d'écart sur les 2 matchs. Enfin, c'est n'importe quoi, bref. Hem Et globalement, oui, quand tu c'était au mois de décembre, au Japon, les mecs viennent de se faire une saison complète. En plus, au Japon, en décembre, les terrains sont pourris. Si tu es pas armé physiquement, si tu as plus envie, tu peux pas. Enfin, c'est pas possible. Tu pouvais pas, à la fin de la saison, aller, affronter, alors Kashima l'a fait une fois, ça on peut leur donner, mais globalement, tu non. Puis déjà que tu as un déficit,
technique, enfin tout, parce que oui, tu es moins fort que l'Amérique du Sud et l'Europe, mais alors si en plus tu es complètement rincé et qu'on te met face à toi des équipes qui, elles, sont en plein milieu de leur saison, ça marchera pas. Donc globalement, les futurs, ce sera les clubs, d'Asie de l'Ouest. D'ailleurs, cette année, qui on a été repêché? Al Hilal. Pourquoi on n'a pas été chercher, Urawa qui était qualifié et allez hop, voilà, vous êtes les premiers en finale, vous y allez? Bah non, on a été chercher Al Hilal. Tout simplement parce que Urawa n'avait pas à faire sa préparation pendant la coupe du monde des clubs. Ça avait aucun intérêt, donc globalement, je pense que, le pourquoi, c'est déjà les dates qui ne vont pas, le manque d'intérêt et puis, globalement, aujourd'hui, je pense qu'il y a que les Européens et à la limite les Sud-Américains qui en donnent du crédit par rapport à la FIFA, quoi. Parce Ouais. que, gagner le coupe du monde des clubs, c'est, «Ah bah tiens, Cristiano Ronaldo, il a gagné un trophée, il peut être ballon d'or». Voilà, super. C'est le seul C'est vrai. intérêt, hein. Moi, globalement, il est personnel, Benzema a gagné son 100e trophée. Ah ouais, bah, c'est bien, il a gagné un trophée en bois, en fait. Mais bon, c'est un trophée, ça Ça compte. reste, ça reste un trophée. Nico, pardon, je te coupe, tu parlais de l'organisation là, si, les États-Unis si, l'Amérique du Sud organisait, le Brésil, l'Argentine, ce serait pas la même musique, mais je pense que même si les États-Unis déjà l'organisaient, ce serait pas la même, ce serait certainement pas la même chose parce que c'est, Ouais, parce que cette année, Seattle, ils se sont un peu aussi fait arnaquer. Enfin, ils arrivent, ils sont C'est leur bah, premier ouais, match plus compétitif. bah, voilà, comment La tu MLS n'a pas veux démarré. arriver voilà, tu arrives, c'est ton premier match et tu joues à une équipe qui est en pleine saison. I ouais, ça mais bah, oui, oui, c'est Enfin, grotesque. peu importe où tu l'organises, en fait, c'est que tu as des championnats qui sont sur des années calendaires, Bah, c'est pas civiles harmonisé, ouais. Bah, et ouais, ouais, c'est des ça. autres qui se jouent sur 2 saisons et tu la mets en plein milieu. Bah, non, en fait, faut trouver un équilibre que tu ne peux pas. On le voit en Asie. En Asie, il y a tous les championnats ne commencent pas en même temps, ils finissent pas en même temps. Tu vois que c'est un bordel, ça Ouais, correspond à on a rien, ça pareil. a plus que ni queue ni tête. Bah, là, tu fais la même chose avec une compétition que tu essayes de vendre et qui n'intéresse en plus personne. Mais donc concrètement, si je vous entends, messieurs, l'argument numéro un du problème, enfin non, il y en a un numéro un, je suis même pas sûr qu'on ait besoin véritablement de l'aborder, c'est l'écart financier. Je veux dire, même si Bah, oui, Baptiste oui, l'aborde, cela parce qu'il y a oui. un écart financier au sein de la Confédération asiatique, et on voit vers qui ça tend. Il y a des écarts financiers au sein de la Confédération sud-américaine, et on voit vers qui ça tend. On n'a plus que des Brésiliens, on en parle souvent dans nos Non talks. et puis même, regarde, les Sud-Américains, ils se font piquer, enfin, c'est compliqué même pour un club brésilien de retenir un joueur, quand tu as un appel de l'Europe, peu importe, C'est enfin, sûr. surtout d'Angleterre. Voilà, on pourrait citer, hein, mais chaque année, le club sud-américain se fait amputer, d'une année à l'autre, de un, 2 de ses meilleurs joueurs. Et Si je puis juste ouais, vas-y. rajouter un truc concernant le calendrier, en fait, c'est pour apporter un éclairage supplémentaire. Ce qui jouait aussi beaucoup, c'est que, avant 2018, la finale, de Champions League intervenait en novembre et il fallait gérer la coupe du monde des clubs un mois après. Je pense Oui, en ça c'est particulier aux vrai. 2 dernières, ouais, ça c'était chaud ça. Même les Je asiatiques, c'était pareil. Ouais, c'était à peu Tu es près, désigné en décembre et tu dois novembre-décembre et un mois après, on te dit: «Bah, mon gars, tu viens de faire 80 matchs et bah, tu vas en refaire 5 autres de l'autre côté». Ah bah oui, c'est et oui, intéressant. et surtout, avec quel influx nerveux et quelle, énergie physique. Parce que je pense en particulier justement à la participation du Wydad en 2017 et de l'Espérance en 2018. Dans les 2 cas, ça a été des finales aller-retour, avec beaucoup de suspense, avec beaucoup de nervosité, qui se sont déroulées sur une semaine et 4 semaines après, il faut se pointer, faire la coupe du monde des clubs. Bah, ça a été sans appel. Le Wydad a perdu contre Pachuca en étant sans énergie et l'Espérance, l'année suivante, perd contre El Ain, 3-0, en étant complètement encore, à Rades un mois plus tôt. Donc c'était le pire qui pouvait arriver. À mon avis, là, maintenant, si on prend la dernière coupe du monde des clubs, bon alors le Wydad, était vainqueur de la Ligue des champions africaine mais c'est chez lui et il y a une obligation aussi de construire un truc. Donc ils avaient méga la pression et en revanche, El Ahly qui arrive, à froid, donc qui a été certes vice-champion, d'Afrique, mais ça remonte à longtemps, qui est dans une période un petit peu de transition de sa saison, qui arrive avec décontraction, bah clac, ça perd faux. Et c'est beaucoup plus simple de faire ça au bout de 6 mois que, tout de suite, 1 mois après avoir fait ton truc. Mais, mais, Ouais, mais j'aimerais bien voir une coupe du monde des clubs, en altitude,
genre à Bogota ou à La Paz, à Quito, Non, au mais mois de cherche juin. Après, pas. pour la jouer à Bogota, faudrait quand même que les Colombiens brillent sur le continent, quoi. Ouais, mais ou à Quito ou à La Paz, tu Ils sais, iront en jamais. Non, altitude, mais quoi. alors déjà, ça se fera À jamais parce Quito. que voilà. Mais Ah ouais, indépendamment de ouais. ça, le problème du calendrier, il est totalement insoluble parce qu'on va pas pouvoir l'harmoniser à l'échelle Bah non. mondiale. Tu peux pas Mais, harmoniser un calendrier de l'hémisphère nord avec les calendriers de l'hémisphère sud. Rien que ça. mais en fait, C'est là le problème. globalement, tu es dans le même problème que la coupe du monde de cette année, C'est où ça. tu as je ne sais combien de pays qui ont pleuré parce que c'était en plein milieu de leur saison, et il y a combien de pays où c'était à la fin de leur saison et que c'est comme quand c'est habituellement en été. En fait, tu ne pourras jamais, soit il y en a qui vont être contents et dire: «Ouais, c'est super, c'est à la fin de la saison, ça nous permet de, nous préparer et cetera». Mais les autres pays, bah, on s'en fout, ils se démerdent, et là, pour une fois, c'était des pays, on va dire, asiatiques, sud-américains et cetera. D'habitude, c'est en plein milieu de leur saison. Hem, Bah, là, et on écoute qui? Bah, ceux qui ont le plus de pognon. Bah, aujourd'hui, qui on va écouter? Les Européens et les Asiatiques qui ont du pognon, et potentiellement les Marocains parce qu'ils peuvent l'organiser. Voilà, et la carotte, elle est là. De toute façon, qu'est-ce que la carotte, elle a été mise dès qu'ils ont dit: «Bah, le pays hôte, il a un représentant». Bah, tu as tout compris. Il faut du pognon, donc tu écouteras celui qui a le plus d'argent. Voilà. Mais pour en Il y a le revenir. calendrier, on s'en fout. Ouais, voilà. Mais dans l'absolu, tu vois, même si on arrivait sur des fins de saison ou avec des influx nerveux, on l'entend, hein, cette histoire. euh, euh, Indépendamment de ça, si on doit réfléchir, l'ancien modèle avec la Coupe du Monde en décembre, quand tu avais l'Asie qui se terminait en novembre, l'Afrique qui se terminait en novembre, l'Amérique du Sud qui se termine en novembre, t'en as trois qui sont plus ou moins harmonisés, et t'arrives évidemment au milieu de saison des Européens, mais au moins les trois autres, tu vois, t'arrives sur, en gros, c'est le dernier truc d'une saison, mais bon. Ouais, mais justement, tu arrives déjà pratiquement avec un déficit physique par rapport à l'Européen qui, en plus, lui, est censé arriver progressivement à son pic de forme pour sa saison qui se joue en février. Toi, Mais tu es pour la arrivé, tu faire es dans l'autre complètement sens, cuit. tu as encore tes joueurs sous contrat. Ils sont pas partis. Tant que Ouais, tu mais joues, certains ont déjà la tête ailleurs. ils ont probablement. Bah, Farouk l'a expliqué, voilà, tu l'as expliqué aussi avec John Book et Leonardo, mais voilà. Une Coupe du Monde en altitude, pas sûr qu'ils acceptent vu les difficultés. On le voit en Âme Sud. Oui, non, non, ça c'est clair. Hein. Roku Ah non, mais Maroc, ils accepteront bienvenue à toi jamais. dans le chat, c'est ton premier message. Ah oui, Le oui, non, problème, oui, jamais. Patrice, c'est ça, c'est que les championnats ne se jouent pas en même moment, ne peuvent pas se jouer au même moment. C'est aussi simple que ça. Et justement, on va aborder le dernier point parce qu'on a vu que voilà, hein, il y a un souci, mais la FIFA nous a quand même pondu une réforme. On va avoir une nouvelle Coupe du Monde des clubs, ça va arriver en 2025. On ne sait pas grand-chose de la formule. On sait juste qu'il y aura 4 Asiatiques, qu'il y aura 4 Africains, qu'il y aura 4 Nord-Américains, qu'il y aura 6 Sud-Américains, qu'il y aura un Océanien, enfin Auckland City, et qu'il y aura 12 représentants de l'UEFA, 12 hein, forcément. Allez me chercher la logique à 12 Heu, représentants de l'UEFA, mais bon, bref. Et Bah, comme celle de la coupe du monde. oui, oui, bien sûr. Ah, mais on est d'accord. Et un représentant du pays hôte, donc on devrait avoir un Asiatique de plus, pour dire les choses très clairement. Voilà ce que Ou un Marocain, donc un ou un Africain en Marocain. plus. Pour le coup, sur cette mouture-là, je ne vois pas plus de 3-4 pays en Afrique qui peuvent l'accueillir. Je veux Ouais, dire, ça se sera soit au Maroc, soit en Égypte, soit en Afrique du Sud. Ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué, je pense. c'est exactement ce que Ouais, j'allais. Quand ils tu as dit iront 3-4 jamais. pays, c'est ce que j'allais dire. Je voyais pas d'autres pays que ça. Mais justement, par rapport à cette nouvelle formule, est-ce qu'on peut en espérer quelque chose? Bon, alors on n'a pas les contours, hein, on ne sait pas sur quels critères l'Europe va choisir 12 clubs, sur quels critères l'Amérique du Sud va en choisir 6. Euh, Bah, ça va Tu être connais la Super League? Bah, tu as ici, trouvé ça tes va être 12 le clubs, je crois, vainqueur. hein. Pardon, vas-y Baptiste. On n'a pas entendu. Non, juste là, tu connais la Super League, donc tu vas choper tes champions de chaque pays, des 5 premiers pays là, parce que comme ça tu auras un Français, un Italien, un Allemand et machin. Après ils vont aller prendre les deuxièmes et machin, et tu vas en avoir 12, et ça sera tes 12 qui ont voulu faire la Super League, et après tu vas aller dire à, je sais pas moi, à un club japonais d'aller se farcir, de jouer, Bayern Munich, Real Madrid. Bah, c'est cool, les 12 premiers ça va être les 12 européens, ça a ni queue ni tête. Ça va ouais. ressembler à rien, Sauf et s'ils je font sais ce que pas ce dit qu'ils veulent faire. Gaël de Marseille en mettant les demi-finalistes des 3 compétitions européennes. Je suis pas convaincu qu'ils aient envie de mettre les demi-finalistes de la C4. Hein. Ouais, Mais bon. Ah non. pas sûr non plus, mais calme-toi, Baptiste. Top 5, la France, je sais pas, aux dernières nouvelles, Bah nos si, clubs français en où est-ce Europe. qu'il y a du pognon?
Tu du au PSG, tu as du pognon, ils vont Ouais, aller mais chercher le comme PSG. dit Nénès, après, on n'a pas les contours hein, sur sur quels critères. C'est vrai qu'il y Voilà. a eu la question des 12 premiers au classement UEFA. Bah, dans ces cas-là, il y a le PSG, je crois, parce qu'ils sont bien Ouais, classés. ouais, bah oui, oui, sûr, il y aura le Mais bon, on verra. Mais justement, par rapport à cela, sans essayer de présager ou de deviner qui pourra y aller, euh, est-ce qu'elle va regagner un intérêt, d'après pour vous, dans vos confédérations? Peut-être commencer par toi, Farouk, avec l'Afrique. Est-ce que cette compétition qui on va la vendre à 4 ou 5 Africains, forcément, s'il y a un pays africain qui l'accueille, est-ce que ça peut donner un regain d'intérêt pour cette compétition pour les clubs africains? Je ne pense pas. Avec ce format-là, ça va être difficile. Autant dans l'ancien format, c'est venir faire 3-4 matchs de gala potentiellement et jouer ça sur un coup de dé. Là, faire ça en plus gros format et envoyer plus de représentants, je pense que ça va être difficile parce que ces représentants-là auront l'attention complètement focalisée sur la Super League africaine qui va pas tarder à démarrer, donc avec beaucoup d'argent en jeu. Et ces clubs-là vont nécessairement privilégier la Super League parce qu'il y aura de l'argent dedans. Ils n'auront pas l'effectif pour courir 5-6 lièvres à la fois. J'ai peur que le mondial des clubs passe à l'as. Et dans le cas où on a quand même pas mal d'outsiders sur le continent africain qui peuvent faire bonne figure, eh ben, il y aura une grande partie d'entre eux qui iront chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la Coupe arabe, dans la Ligue des champions arabes qui sera toujours là. Et là, pareil, ces clubs-là, tu leur dis le mondial des clubs ou la Ligue des champions arabes, je ne suis pas sûr qu'ils choisissent le mondial des clubs. Ça dépend de la dotation financière. Je me souviens particulièrement à l'époque où justement il a commencé à y avoir des grandes compétitions sur une année comme ça. Moi, je suis supporter de l'Étoile du Sahel. À l'époque où il y avait la Ligue des champions africaine et la Ligue des champions arabes, c'était merde. J'ai pas l'effectif pour jouer les deux. Qu'est-ce que je fais? On va forcément en sacrifier une. Moi, je pense que beaucoup de clubs, si tu les mets dans cette situation-là, s'il y a la Super League qui tourne avec de forts enjeux, si la Coupe du monde des clubs est placée là où il ne faut pas, ils vont pas la privilégier. Et tous ceux qui participent pas à la Super League, s'ils sont en Ligue des champions arabe, non, ça va, la Coupe du monde des clubs va passer à l'as, je pense. Même chose pour les Asiates, tu penses, Baptiste? Bah, globalement, il faudra en choisir 4. Tu vas avoir les 4 pays, tu vas avoir l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée et l'Iran qui vont y aller, potentiellement peut-être le Qatar s'il se réveille au niveau des clubs. Bah, ils vont regarder, mais enfin, ça va être organisé quand? Ça va être tous les 2 ans, 4 ans, je sais plus, Je sais plus si du on a tout. une idée. Donc ça veut dire que tu vas choisir quel champion, tu vas choisir qui. Le mec, s'il était qualifié, qu'il a gagné on imagine c'est en 2025 et il est champion en 2023, mais d'ici là, c'est devenu une équipe de peintres. Enfin ouais, qu'est-ce qu'ils vont aller foutre pour aller se prendre, 6-0, 5-0 par les Européens? Enfin, je pense qu'ils regardent même pas, en fait, je pense que personne ne comprend pourquoi on veut partir là-dedans à part pour le pognon pour les Européens. Ah, il y aura que l'Arabie Saoudite, encore une fois, qui va aimer ou le Qatar parce que ça va leur rapporter quelque chose. Et à la limite, le Japon, parce que le Japon, c'est le bon petit, asiatique, où il y a des gens, ils sont dans les stades avec les maillots. Voilà, cool, super, on va vendre des maillots. Mais globalement, Et il me semble c'est effectivement, Patrice, que c'est sur un mois tous les 4 ans, mais je suis même pas sûr que ça a ouais, été. c'est ça, voilà, Je suis pas sûr, un hein. Je suis mois. pas sûr que ça soit maintenu parce que c'est plus trop dans les critères. D'ailleurs, on ne sait pas sur quels critères, hein, ils sont pas fixés. Il y a et tu parles des critiques que ça Baptiste sur le côté sur l'Asie, sur aussi l'enthousiasme tout relatif que ça peut lever. On le voit hein, avec l'Afrique et avec l'Asie, il n'y a pas un grand enthousiasme à l'abord de cette réforme. Je me souviens aussi que les clubs espagnols se sont plaints de cette réforme-là. Donc en gros, personne ne l'aime, mais tout le monde va la subir. Euh, et avec des éléments qui sont importants. Donc Farouk vous expliquait par exemple sur les dotations hein, qui sont importantes. Il y a cette notion-là qui va aussi pas mal concerner les Amériques, que ce soit au nord ou au sud, puisque le nord est en train de muscler ses dotations sur ses compétitions. Je pense par exemple avec la création de la Leagues Cup, cette espèce de pseudo-Super League entre la MLS et la Liga MX qui risque de causer bien des dégâts, même sur la Champions League nord-américaine. En Amérique du Sud, chaque année, les dotations ne font qu'augmenter pour la Libertadores. Est-ce que les Sud-Américains, Pierre, vont avoir envie d'envoyer 6 équipes pour se faire fracasser par des Européens?
Bonne question. En plus, ça tomberait l'été. Attends, je te coupe une dernière fois. Ça tomberait l'été, donc au pire moment. Ouais, non, c'est pour ça que c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment compliqué de savoir si ça va intéresser. Si tu envoies 6 Brésiliens, si c'est des critères sportifs, parce que ça sera des Brésiliens, ou éventuellement River et Boca pour la décoration, ça intéressera pas grand monde. Voilà, si ça peut permettre à des clubs, je pense notamment, on en a beaucoup parlé et on ne tarira jamais d'éloges sur Independiente del Valle, par exemple. Si ça peut leur permettre d'aller se mesurer à des Européens, à d'autres pays comme des Africains ou des Asiates, pourquoi pas, ça pourrait intéresser. Ça pourrait intéresser. Maintenant, si c'est pour envoyer 5 Brésiliens se faire tarter, ou, ou tu mets River et Boca, surtout en ce moment, le niveau de jeu de l'un comme de l'autre, désolé, mais tu les envoies faire les guignols là-bas, à retourner les camions de VAR, parce qu'en plus, ils sont un peu chauds. Je pense notamment à Boca. Voilà, ça n'aura pas d'intérêt pour l'Amérique du Sud. Voilà. Si c'est des critères sportifs, vraiment, ça aura pas d'intérêt plus que ça, non. Et voilà. Ouais. Alors, on y Faudrait, voit. faudrait, faudrait que les clubs, faudrait peut-être une petite victoire d'un club sud-américain, quel qu'il soit, contre un Européen, et ça pourrait éventuellement relancer une dynamique, Ouais. mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore et on n'est pas prêt d'y être, je pense. Et vous le voyez, hein, je pense que déjà le fait d'avoir posé la question et ouvert le débat, c'était déjà un élément de réponse. Dans le sens, quand on se demande à quoi bon continuer cette compétition, c'est peut-être il serait peut-être temps ou signe d'y mettre fin. Et en tout cas, cette réforme n'augure rien de bien emballant pour la suite. Il y avait déjà beaucoup de critiques sur le format actuel, sur cette notion toute relative d'ouverture, hein, avec les Européens, les Sud-Américains qui arrivent qu'en demi-finale, les autres qui doivent franchir plein de tours, enfin, etc., qui vient de s'ajouter à tout cela. Vous le voyez que la suite n'est pas Bah, forcément. déjà, tu as du mal à être uniforme, juste localement dans certaines C'est confédes ça. et tu essaies de faire un truc mondial, tu y arriveras C'est ça. jamais. Déjà, essaye d'aider l'Asie à se couper en 2 plutôt que d'essayer de les faire continuer à jouer les uns avec les autres. Enfin, c'est pas, On est d'accord. c'est Mais bon. n'importe quoi. Et Mais bon, le problème semble quand même insoluble dans cela. Voilà, c'est comme ça qu'on va clore ce débat sur Bah, la Coupe du Monde des et les clubs Australiens, ils compteraient comme asiatiques ou comme océaniens? asiatiques. bah, ils comptent comme asiatiques Puis comme ils font des bons parcours à la Coupe du Monde, ils sont asiatiques. Euh, et puis comme on les voit beaucoup en Asian Champions League, hein, ils sont très, très performants, bah, Mais ils ont des soucis de je pense calendrier qu'ils sont aussi, pas puisque gagnés. eux, ils jouent leur Champions Ah League, la saison bah qui suit, une saison et demie, enfin c'est le bordel. Une saison bah, et demie après, eux, c'est très ils ont le compliqué. calendrier d'un pays de l'Ouest, Exactement. en plein Bref, milieu de l'Est. exactement. Ça va Ouais. les arranger d'ailleurs, hein, la réorganisation. Ça devrait les arranger. Bon, ils iront pas plus loin, mais ça devrait les arranger un petit peu. Bref, Ah voilà, non, bah, oui, il va falloir qu'ils se tapent 12 heures d'avion. voilà, Super, c'est ça. plein milieu de la semaine. En plein milieu de la semaine, c'est pour ça. On va en rester là sur ce dossier Coupe du Monde des clubs, voilà, en laissant la question un petit peu ouverte, enfin pas tant hein, sur le à quoi bon, vous le voyez. À quoi bon continuer peut-être arrêter en fait. Donc voilà. Conclusion, c'est une belle Zumba. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ça sera la meilleure des conclusions. On va passer au dernier dossier de l'émission, au dernier point que l'on voulait aborder, une question que l'on nous pose fréquemment, celle de la diffusion et de comment faire pour voir le football de la planète Hello. Justement, je le disais, c'est une question que l'on nous pose assez fréquemment, que ça soit dans nos lives ou autres. Comment faire pour suivre les championnats et les compétitions de la planète lucarne opposée? Alors, on va faire simple, on va prendre le temps de voir. Déjà, on va prendre le temps de donner quelques offres qui existent, qu'elles soient gratuites ou payantes. On va surtout préciser 2-3 choses avant, parce que je sais qu'on est dans un monde assez particulier, notamment quand on parle de stream en direct ou de diffusion sur YouTube ou de podcast.
La première chose, c'est que je vais évoquer des offres payantes. On n'est absolument pas sponsorisé par aucune des offres. On vous donnera aucun code de réduction pour aucune offre. Donc voilà, pour être totalement transparent par rapport à cela, personne ne nous a dit venez faire notre pub. Nous, on va vous dire, on va vous donner ceux qu'on utilise. Voilà, je vais vous donner par exemple moi à titre personnel ceux que j'utilise, ce que je trouve bien. Voilà, on va vous donner les prix, on va être transparent sur la chose, et on va aussi lister des offres gratuites parce que vous allez le voir, il y a des moyens de regarder du football, d'autres footballs, de manière totalement gratuite. Euh, on va aussi, autre précision, on va pas parler de trucs illégaux. Donc vous ne donnerez pas de lien sur des trucs illégaux. Vous n'aurez pas de lien, vous n'aurez pas d'histoire d'IPTV et tout. C'est pas le débat. On parle de choses entièrement légales parce que vous allez voir qu'il y en a déjà beaucoup et qu'il y a pas mal de choses à faire. Alors voilà, on va y aller. On va commencer, je le disais, par les offres payantes. Et puis, vous savez quoi, on va commencer par la dernière en date, celle dont on a parlé samedi soir, hein, parce que c'était le sujet qui est arrivé avec l'ouverture de la saison de MLS. La MLS est accessible sur la plateforme Apple TV. C'est un contrat assez fou hein, qu'ils ont signé, assez unique, puisque c'est un contrat pour 10 ans. Je crois que c'est à hauteur de 2,5 milliards de dollars hein, pour la MLS, pour cette diffusion sur Apple. Tous les matchs, ils sont sur cette plateforme. Euh, je commence très simple sur cette plateforme. Combien ça coûte de regarder les matchs de MLS avant de vous dévoiler ce qu'il y a dedans dans cette offre? Combien ça coûte? Ça coûte 89 € à l'année. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez poser sur votre feuille, vous pouvez commencer à écrire combien ça va vous coûter. Je vous ferai le total tout à l'heure, vous allez voir, c'est intéressant. 89 € à l'année, vous avez quoi dedans? Ça fait un peu public reportage, mais je le rappelle, ce n'en est pas un. Vous avez toute la saison de MLS. Vous avez le All-Star Game, si vous aimez un petit peu le côté spectacle. Vous avez aussi, on les a évoqués tout à l'heure, ces fameuses compètes entre la MLS et la Liga MX qui ont été mises en place, à savoir la Leagues Cup et la Campeones, je ne sais plus comment elle s'appelle, Campeones Cup, quelque chose comme ça, qui oppose Copa de Campeones, non? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, mais bon, voilà, qui oppose certains clubs de MLS à certains clubs de Liga MX. La Leagues Cup, elle, qui a été créée, on en a parlé dans un précédent 9-10, elle oppose l'ensemble des deux championnats. Donc voilà, et elle aura lieu l'été. Donc vous avez ça dedans, mais vous avez aussi dedans, franchement, pour l'avoir utilisé ce week-end, c'est bien gaulé. Vous pouvez choisir par club. Vous aurez accès à tous les matchs de ces clubs-là, des documentaires sur chacun de ces clubs-là, sur des joueurs, des documentaires sur d'anciens trucs. C'est un truc très bien fait. Voilà, pour le coup, le produit est propre. 89 € à l'année. Vous avez accès aux matchs en direct. Vous avez accès à un pseudo multiplex. Et je sais qu'on était dans le live samedi soir. Certains l'ont regardé en multiplex. On va dire qu'il est encore à optimiser. Leur multiplex. On va être gentil avec eux. C'était la première. Donc on va voir dans quel sens ils vont. Et vous avez aussi accès à des compétitions comme MLS Next, qui sont les compétitions de jeunes, des U13 ou U19 hein, aux États-Unis, et MLS Next Pro, qui sont un peu qui sont l'équivalent d'une 3e division. C'est là où sont les réserves, les réserves des différents clubs de MLS. Donc voilà, les documentaires sont-ils en français? C'est une bonne question, j'en ai pas regardé encore, ça me surprendrait. Mais ils doivent être sous-titrés, je pense. Ils doivent être en VO sous-titrés. Je vérifierai et je vous dirai ça, dans les commentaires sur les replays, je vous dirai ça. Donc voilà, ça c'est la première offre, c'est l'offre MLS. Elle est strictement réservée, entre guillemets, à la MLS. Vous l'avez vu, 89 € à l'année. Quand on fait nos lives, quand on regarde nos championnats, il y a une deuxième plateforme que l'on utilise, donc une deuxième plateforme légale, toujours, qui s'appelle Fanatize. Voilà, c'est celle-ci. On en parle assez souvent dans nos lives sud-américains. Il y a plusieurs offres. Alors tout de suite, je vais vous orienter vers celle qui semble la plus intéressante. C'est celle-ci. Elle est à 80 € à l'année, enfin 79,99, mais on va pas se mentir, ça fait 80 €. 80 € à l'année, vous avez quoi dedans? Vous avez, ça s'appelle Front Row Annual, hein, c'est cette offre-là, vous la voyez. Vous avez quoi dedans? Vous avez l'Argentine, le championnat et la coupe, le Brésil, le championnat, la coupe et les championnats d'État, la Colombie et le Pérou. Vous avez les matchs qui sont disponibles en direct et en VOD. Pas forcément tous, parce que j'ai déjà essayé parfois, à moins que ça buguait, mais parfois il y a certains matchs où vous n'aviez pas la VOD. Mais généralement, c'est ça, en direct et en VOD, vous pouvez les voir en replay. Il y a une petite feinte justement avec cette appli, ça c'est si vous êtes en France. Voilà l'offre telle qu'elle est.
Mais si c'est en français, alors merci, merci Jirey 1764 pour la MLS, c'est en français pour les 3 équipes canadiennes. Donc voilà. Euh, pour revenir à Fanatize, il y a une petite chose à savoir, une petite technique à utiliser que je pense vous utilisez si vous avez d'autres plateformes de streaming de séries. Et c'est une technique qui consiste à savoir voyager. Voyager du côté des États-Unis. Si vous avez Fanatize, si vous avez pris cette offre à 80 € et que vous voyagez du côté des États-Unis, vous allez voir que l'offre est un tout petit peu différente puisque on va vous permettre d'accéder à d'autres compétitions et je vais vous les lister parce que vous allez voir que ça muscle très très sérieusement le catalogue. La Libertadores masculine et féminine, la Sudamericana, la Recopa Sudamericana, l'Équateur, la première division équatorienne, la première division uruguayenne. Vous avez même la Liga de Ascenso argentine si vous le souhaitez. Et aussi, vous pouvez sortir de l'Amérique du Sud puisque vous avez la Ligue des champions de la CAF et la Pro League saoudienne qui sont sur la plateforme. Ça, c'est si vous êtes aux États-Unis. Vous imaginez, vous savez comment on peut aller aux États-Unis en étant sur son ordinateur. C'est assez facile. Il existe des choses gratuites pour le faire. Donc voilà. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi quelques ligues européennes. Voilà, mais j'ai rien dit. Non, il n'y a pas besoin de souscrire en étant à New York, Raph. Nous, on a une offre française et quand on se balade du côté de New York, on arrive à voir la Libertadores. C'est comme ça qu'on fait en milieu de semaine. Donc ça veut dire qu'en gros, avec ces 2 offres, vous allez avoir, vous l'avez commencé à le comprendre, vous allez avoir la MLS, vous allez avoir un peu d'Afrique, vous allez avoir une grande majorité des championnats sud-américains et des compétitions sud-américaines. Il va vous manquer, si vous aimez l'Amérique du Sud, il va vous manquer la Pro League saoudienne. Je ne sais pas pourquoi. Il va vous manquer la Bolivie, le Paraguay, le Venezuela et le Chili. Pour les 3 premiers nommés, il n'y a pas d'appli véritablement qui permettent d'y accéder. En tout cas, il y a des applis, mais qui sont sud-américaines et on n'y a pas accès, nous, en étant en France. Pour le Chili, en revanche, il existe une appli, je vais la mentionner. Elle s'appelle Estadio TNT Sport. Il y a un abonnement à l'international. Vous pouvez d'ailleurs uniquement payer par PayPal si vous voulez l'avoir. Voilà, je préfère le préciser parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu contre PayPal. Et je vais vous donner la grande limite de la chose, c'est que c'est horriblement cher. C'est 17 $ américains par mois. Ça veut dire que ça vous fait du 192 € à l'année pour suivre uniquement le championnat chilien. Alors vous pouvez être chilien et dans ces cas-là c'est bien pour vous, ou alors vous pouvez être des vrais féroces du championnat chilien. Et voilà. Mais c'est probablement l'offre la plus chère. Et pas forcément celle qu'on va conseiller à tout le monde si vous avez envie de commencer à découvrir ces championnats-là. Ouais, Euh, juste, Nico, je peux compléter? Alors pour moi, mon expérience, quand je suis depuis la Colombie, faut savoir que enfin Star Plus maintenant, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de championnats, sud-américains. ouais, mais on n'y a pas Ils accès, nous. pareil, si tu peux voyager, si tu sais voyager, avec Je ton sais pas si tu peux ordinateur. souscrire. Ah, c'est une bonne question. Bah, je C'est pour pense ça que je ne l'ai pas que mentionné parce que je ne oui, sais pas si tu peux il y a des souscrire. Et il y a après, des séries aussi, il y a des films, il y a des séries, donc je je suis sais pas pas. sûr. C'est une bonne question, Voilà, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné parce que, en fait, OK, et je le rappelle dans ce passage, c'est vraiment, la liste est non exhaustive et c'est des choses que j'ai utilisées. Donc je sais qu'elles fonctionnent, je OK. sais que vous pouvez le faire comme ça. Du coup, ouais, parce que tu vois, moi, pour le live, de samedi, par exemple, où j'étais sur le match, Defensor, contre Peñarol, j'avais accès, via Star Plus, voilà, où j'ai le championnat équatorien, j'ai le championnat uruguayen, j'ai, Mais évidemment. tu l'as sur Fanati si tu es à New York. Ah ouais. Bah ouais, là, voilà, c'est à peu près pareil. Là, Donc, j'ai le ouais. Brasileirão, Ouais, parce qu'après, j'ai, ils reprennent des images. Ils prennent des images de ouais, Direct Plus, ils prennent des images de voilà, Bein, ils prennent des images de exactement. Gold TV. Tu vois, donc ils reprennent. Pour l'Argentine, c'est TIC ou AFA Play. Donc voilà, ça reprend. C'est pas eux qui créent leurs images, ils streament. Voilà, c'est Non, de manière non, légale. oui, Mais c'est oui. pour ça que je préfère, et je le rappelle, je préfère parler que de choses que j'ai testées moi-même. Donc je sais qu'elles fonctionnent. Au jour où on parle, elles fonctionnent. Donc, donc voilà. Ça, c'est pour les Amériques, on va dire, et un tout petit peu d'Afrique, hein. Mais vous allez voir, je vais vous donner des combines pour voir certains. Enfin, des combines, non, c'en est pas, c'est des choses officielles pour aller voir des championnats africains, des vrais championnats africains, dans le sens championnat, dans quelques instants. On va évoquer l'Asie, on va en parler avec toi, Baptiste, parce qu'il y a
une plateforme qui permet justement d'aller en Asie, d'aller suivre très peu de compétitions asiatiques. Et cette plateforme, elle s'appelle Fansit. Euh, je vais donner les prix. C'est 14,99 € par mois pour toute, comment dirais-je, pour l'accès global à la plateforme. Bon, dessus, vous avez des sports, voilà, hein, vous choisissez, mais voilà, vous avez tous les sports, mais je suis pas sûr que tous vous passionnent, ça, c'est chacun à lui. Mais il y a deux offres spéciales foot asiatique. Elles valent toutes les deux 6,99 €. C'est les Émirats Arabes Unis, championnat et coupe, ou, attention, pas et, ou, c'est l'une ou l'autre, elles sont à ce même tarif-là. Le combo AFC, on va dire, avec la Champions League, la compétition qui passionne Baptiste, l'AFC Cup et les éliminatoires asiatiques. Voilà. Et ça, on sait aussi, Baptiste, que ça fonctionne. Quand tu dis que ça fonctionne, c'est que ça marche. Oui, ça marche bien. Mais pas que ça qu'il y ait beaucoup de monde qui regarde. Ça, non. Mais si quelqu'un D'accord. qui nous écoute veut regarder du foot asiatique sur une plateforme officielle, Ah il oui, peut oui, ça regarder la marche Ligue très des bien et c'est Champions et très les bonne éliminatoires qualité. là-dessus. Oui, oui. Et c'est très bonne qualité, Et c'est effectivement, je confirme. exactement. Et c'est de très bonne Et il y a qualité. et il y a aussi l'AFC Cup, la petite coupe d'Asie. Exactement. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin pas coupe d'Asie, mais Ligue des champions asiatiques, enfin un peu l'Europa League, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah Donc voilà, le voilà. parallèle, c'est ça. Il y a les deux compétitions majeures enfin, il y en a que deux d'ailleurs. Les deux compétitions majeures, on va dire, de clubs asiatiques et les éliminatoires asiatiques généralement pour la Coupe du Monde. Et je crois, tu vas me corriger ou pas, il me semble qu'il y a aussi les éliminatoires pour l'Asian Cup. J'ai un doute. Alors, vu que c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est vrai. Voilà, bien joué. Donc voilà. Alors vous avez vu, on a fait quelques offres payantes. C'est des offres qu'on a testées. Il en existe peut-être d'autres, mais tant qu'elles ne sont pas testées, je ne vais pas vous les donner. Je préfère vous donner des choses qui marchent. Et vous avez pris peut-être vos petites calculatrices. Je vais les prix pour vous au cas où. Si vous voulez vous abonner à tout ça, ça va vous coûter 445 € à peu près par an. Voilà, donc c'est une somme. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Je ne vais pas vous faire le coup du divisé par 12, ça représente rien. Non, c'est une sacrée somme. Donc, on peut suivre les footballs de la planète Hello, mais il faut avoir les moyens de pouvoir mettre l'argent dans ces footballs-là. C'est pas le seul. Ma foi dit c'est honnête. Oui, c'est honnête, mais pas pour tout le monde. 445 € sur l'année, c'est dans certains clubs de foot, c'est un abonnement. Hein. Donc voilà. Et les gens n'ont pas forcément ce prix-là à mettre, voilà, divisé par 12. C'est une somme, quand même. Alors, on peut enlever le Chili, ça vous enlèvera presque 200 balles. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Vous pouvez piocher là-bas dans ces offres. Je mettrai tous les liens quand vous écouterez les replays ou sur les podcasts. Je mettrai tous les liens pour ces plateformes. N'ayez pas peur, c'est pas des liens affiliés, on l'est pas. Je préfère le rappeler, je préfère rester transparent par rapport à ça. Et je le rappelle, c'est des choses qu'on a véritablement testées à ce jour d'enregistrement. Ça fonctionne depuis plusieurs mois, voire années pour certains. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête du jour au lendemain. Quoique si, en fait, plein. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Ça, c'est pour la partie payante. Et vous allez voir qu'il y a une partie gratuite, et je le rappelle, légale, pour regarder du football. Et pour se pencher du côté gratuit et légal, il faut en grande partie regarder du côté de l'Asie. Alors, on avait connu la plateforme MyFootball, dont on vantait les mérites quand elle suivait le football australien, le football en Australie, le football préféré de Baptiste. Donc, on pouvait suivre la A-League en direct sur YouTube avec MyFootball. Ça a été le cas avec Keep Up, qui est la suite de cela. Ils ont arrêté cette saison, mais par contre, il y a Ah ouais, ça toujours marchait moyen. pas. Il y a toujours moyen de regarder la A-League gratuitement, vraiment, ça fonctionne, je le vois, il a été cité dans le chat, c'est OneFootball qui diffuse la A-League, donc vous pouvez sur la plateforme OneFootball regarder les matchs de A-League, il y a même les matchs de K-League, mais on va en parler dans un instant parce que il y a quelque chose de vraiment pas mal pour la K-League aussi, pour suivre la K-League. Donc OneFootball pour suivre l'Australie. Et vous l'avez probablement vu, depuis le début de ce championnat, YouTube est une plateforme de choix pour suivre la J-League, puisque 4 matchs par week-end sont diffusés sur la chaîne anglaise, la chaîne internationale de la J-League. Concrètement, il y a le match du vendredi, jusqu'ici c'est comme ça, le match du vendredi et 3 matchs le samedi. Le match du vendredi, je crois qu'il est à 11h du matin, heure française, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est C'est ça. totalement gratuit.
4 matchs par week-end. Vous pouvez suivre la J-League. D'ailleurs, vous pouvez suivre cette chaîne-là parce qu'elle est quand même bien faite. Les résumés arrivent très vite. Voilà, les highlights et tout, c'est bien gaulé. Donc voilà, si vous voulez vous plonger dans le football japonais, c'est la bonne plateforme. Et je le disais à l'instant en Baptiste, pour la Corée du Sud, il y a aussi un moyen, et la Corée du Sud a choisi une autre stratégie, c'est que elle a lancé carrément sa plateforme. Oui, c'est ça. C'était en 2020, je crois, où ils ont décidé carrément. Alors, ça a un nom, un certain nom, mais j'ai oublié le nom. K-League TV, Le la fait de plateforme? lancer sa non, le fait de lancer son propre, Ah oui, sa propre plateforme, ça a un nom, je sais plus j'ai oublié. Je crois que ça commence par un P, je sais plus. Donc oui, ils ont lancé K-League TV, avec, Sportradar, qui s'occupe de leur diffusion dans le monde, en fait, des droits de la K-League, et pour tous les pays, en fait, qui n'ont pas acheté de droits et donc où ce n'est pas payant dans le pays, on peut y accéder. Donc nous, en France, certes, il y a OneFootball qui diffuse un match par journée ou un match par jour, entre guillemets, donc 2 par journée. Bah, nous, c'est gratuit. Donc nous, on peut accéder à KLIKTV.com, qui, pour le coup, est entièrement gratuit, fonctionne très bien. Par moment, on a du commentaire anglais aussi. Sinon, ce sont des matchs sans commentaire. Donc et on peut même re-regarder les matchs si on les a loupés. Donc ouais. c'est-à-dire vous êtes pas levé à 6 heures, et ben à 8 heures vous retournez, vous pouvez revoir le match. Donc c'est plutôt cool, heu et je complète ce que tu as dit en Asie. En Asie, on peut suivre énormément de choses sur YouTube, hein, Ouais, je vais y arriver dans Singapour, un instant. Malaisie, la Chine, les Philippines, c'est sur Facebook, enfin, le Vietnam, c'est sur YouTube, donc il y a quelque chose qui est fait, on peut accéder à ce football-là si ça nous intéresse. Ouais, exactement, je vais y arriver dans un instant. Donc je vous rappelle, que ça soit la J-League ou que ça soit la K-League, la stratégie est la même. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de diffuseur officiel, vous allez avoir accès à ces championnats-là, par YouTube pour la J-League, par, K-League TV pour la K-League. Il suffit juste de s'inscrire, hein, franchement, laissez un mail. Donc voilà, vous n'êtes même pas obligé de laisser votre mail à vous, hein. Vous pouvez vous créer un compte rien que pour ça, c'est pas un problème. Enfin, je pense que c'est ce que vous faites. J'espère que vous sécurisez un petit peu vos comptes mail. Joe, Jiray nous précise qu'on peut choisir entre français, anglais et espagnol. J'imagine que c'est pour les docs sur Apple TV. Donc voilà, on a fait le tour du gratuit, C'est on a fait le tour du c'est payant. une plateforme OTT. Voilà. OTT, c'est ça, ouais. J'avais OTD en tête, mais c'était pas ça. OTT, bien joué. Il y a quand même, et Baptiste l'a évoqué, YouTube reste une véritable plateforme de choix si vous voulez voir du football gratuit, euh, et pas qu'en Asie. Alors, il y a en Asie, je peux vous donner quelques noms. Je vais quand même, il y a une autre plateforme qui existe avant, qui s'appelle Eleven Sport. Le nom est passé dans le chat. Eleven Sport, c'est une plateforme aussi, c'est gratuit. Et dessus, ils ont une multitude de compétitions, de championnats. Là, on va partir sur d'autres trucs, hein. Vous allez trouver des championnats assez incroyables, dans le sens où vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir au monde entier, puisque je l'ai noté, entre autres, sur Eleven Sport, vous allez trouver le championnat du Niger, de Mauritanie, Aruba, Burundi, Laos. Vous pouvez vraiment voyager, aller très très loin. Mais vous allez aussi, par exemple, avoir la Champions League océanienne, celle qui est tout le temps gagnée par Auckland City. Donc voilà, mais c'est gratuit, c'est aussi du foot gratuit que vous pouvez voir de manière normale, enfin voilà, sans être dans l'illégalité. Donc c'est possible. Eleven Sport. Et pour l'Indonésie, ils ont leur plateforme, une plateforme qui s'appelle Vidio. VIDIO, pareil, je mettrai les liens dans la description et tout, où vous avez accès au championnat d'Indonésie. Les matchs sont disponibles en live et en replay aussi. C'est important parce que dans tout ce qu'on vient de dire, vous avez bien compris, quelles que soient les plateformes, qu'elles soient gratuites ou payantes, il y a cette notion de regarder les matchs en replay. Vous pouvez donc, le Baptiste le disait, par exemple, le week-end dernier, le Ulsan John Book était à 6h du matin un samedi. Bah, vous pouvez le regarder quand vous voulez dans la journée, si vous arrivez à ne pas vous faire spoiler le résultat. Donc voilà, ça existe. Et donc, il y a YouTube. Euh, Plein d'exemples vraiment de YouTube. Et là, il y a l'Asie, forcément. Mais il y a aussi, par exemple, la chaîne. C'est souvent des chaînes officielles des compétitions. Je pense, par exemple, là, on n'est pas en Asie, mais on est en Amérique centrale avec le Nicaragua. La première division nicaraguayenne a sa chaîne YouTube et diffuse
les matchs du championnat. Donc, ils sont aussi disponibles tranquillement en replay. Et si vous allez derrière, pour l'Asie, vous allez par exemple trouver le championnat d'Ouzbékistan. Baptiste le disait, il y a aussi le Vietnam. On peut ajouter la Malaisie, Singapour, Bangladesh, Taïwan ou Chinese Taipei, ça dépend où vous voulez être, de quel côté vous penchez. Euh, donc, pareil, si Et vous puis, voulez. alors, Pardon? regardez les matchs du Vietnam et vous verrez le nombre de viewers, c'est assez impressionnant. C'est exactement ce Juste que. essayer, c'est incroyable. C'est ça. Si vous allez voir des matchs du championnat vietnamien, vous pouvez même voir les équipes nationales, les U20 et l'équipe nationale. Si vous allez voir ces matchs-là sur YouTube, je peux vous assurer que vous ne serez pas tout seul. Ah non, Donc voilà. Effectivement, Gaël, tu fais bien de le préciser. C'est vrai que j'avais pas noté pour les championnats féminins, mais par exemple sur Eleven Sport, je sais qu'il y a la ligue féminine marocaine qui est présente. Et la première division américaine féminine est sur Twitch, elle, de son côté. Donc c'est gratuit. ah bah, la, Et coupe, celle coréenne est sur YouTube, si celle ça coréenne est intéresse. sur YouTube. Et pour conclure avec YouTube, vous pouvez aussi aller du côté des États-Unis parce que je viens de le voir passer dans le chat et j'allais l'évoquer. L'USL, on en parle assez régulièrement. Vous avez la MLS et vous avez juste en dessous, entre guillemets, l'USL, ultra organisé, championnat assez incroyable, qui a sa chaîne YouTube, qui diffuse ses matchs en direct. Et pareil, comme c'est sur YouTube, vous avez les replays. Donc si ça vous chauffe tout ça, n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur les plateformes en train de réécouter, je peux mettre les liens dans les commentaires. C'est totalement gratuit, c'est totalement légal. Tout ça pour vous dire que il existe donc, je l'ai dit, des plateformes payantes pour suivre les championnats de la planète Hello, mais il existe aussi une multitude de solutions gratuites. Vous pouvez donc tranquillement aller découvrir d'autres championnats partout du monde entier sans débourser le moindre centime. Donc il reste encore pas mal de foot gratuit sur Internet et de manière légale, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous voulez compléter les gars. Ouais, juste dire aussi, ceux qui voyagent, n'hésitez pas à nous solliciter, hein, évidemment, Oui. que ce soit pour Qui aller au stade voyagent physiquement. directement. Ouais, qui voyagent physiquement, moi, je veux dire du vrai voyage. N'hésitez pas à nous solliciter sur place. Là, Baptiste va bientôt partir voilà, en premier voyage vers son pays chéri. Ah, c'est pas le premier, Euh, hein. non, non, c'est pas le premier, mais voilà, Marcelin est au Brésil, moi je suis en Colombie, Ouais, on a des personnes qui sont n'hésitez là pas de aussi manière générale à nous voilà, demander. Même si vous voilà, voulez pour aller au vous aider, stade, on pourra pour vous vous donner des guider. trucs. Je sais que pour la Colombie, je peux compléter, Winsport Online, c'est possible, et c'est possible depuis l'Europe, puisque le papa de Quentin Danlou le prenait depuis l'Espagne pour regarder les matchs de son fils. Voilà, j'imagine qu'il le prend toujours, puisqu'il est tout, même si Patriotas est descendu en D2. Voilà, donc vous pouvez regarder. Après, sans continuer à faire de la pub, la Colombie, tu l'as sur Fanatize. Voilà, Donc voilà. Et exact. vous avez aussi, Winsport, tu as la coupe et tu as le championnat féminin. c'est vrai. Et vous avez aussi, mais je les évoque pas parce que voilà, j'ai pas envie forcément de les évoquer. On sait très bien qu'il y a les sites de paris Pas trop. sportifs qui aussi diffusent certains matchs. Il n'y a pas Mais de là, problème. on est sur des plateformes où il n'y a pas besoin de parier, Euh, de faire de dépôts, de choses comme ça. C'est pour certaines des plateformes officielles payantes, pour d'autres des plateformes officielles gratuites. Est-ce que c'est possible de regarder la CAN PL en France? C'est une très bonne question. Je vais regarder et je te dirai ça. Voilà. Après, il y a aussi les commentaires. Oui, TNT Sport fait les commentaires des matchs, mais vous n'avez pas les images. Donc ça, voilà, autant venir avec nous, c'est mieux. Bref. Voilà, on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, à venir nous les poser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même moi je vais poser cette partie-là de l'émission sur les plateformes de podcast, sur YouTube surtout. Comme ça, vous pourrez dans les commentaires poser vos questions et on continuera d'y répondre. On se fera un plaisir justement d'y répondre. Voilà pour à peu près le tour de la planète Hello. Si on comprend pas l'espagnol, on est perdu, surtout sur des commentaires audio. Ouais, c'est compliqué. Donc, je t'assure que même les commentaires audio, même quand tu comprends l'espagnol, les matchs de foot colombiens à la radio, oh là là, ils ont un débit. Tu c'est sais vrai que ça même va pas où vite, est le ouais. ballon. Ah ouais, mais Ouais, c'est vrai autant que la ça va vite. télé, ça va. La télé, franchement, c'est accessible.
même si tu comprends pas. Mais les radios, wow. Ouais. Mais bon, Et waouh, waouh, faut s'accrocher, hein. voilà, on arrive au terme de cette émission, un petit peu plus longue que d'habitude, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par remercier ceux qui m'ont accompagné. Merci, Monsieur Farouk, c'était un plaisir de te retrouver. Merci et ça fait très plaisir d'être de retour. Merci à toi, Baptiste, et on se parlera d'ici là, mais prépare bien ton petit voyage. Eh ben, c'était un plaisir de revenir et potentiellement on se retrouve quand je serai là-bas. Exactement, on va essayer de mettre en place des choses quand tu seras là-bas. Merci à toi, Pierre, d'avoir été avec nous. Toi qui n'as pas bougé Bah, de ta merci. Colombie, hein, c'est pas prévu. Voilà. Non, non, c'est pas prévu. Merci, merci Nico. Ouais, donc plaisir de te revoir, Farouk. Et écoute, Baptiste, Edwin Cardona, il est libre. Je le mets dans ta valise ou pas? Qui est cet homme qui nous parle? Voilà, on va conclure là-dessus. Je vais vous remercier, vous, d'avoir été d'avoir été présent dans le chat. Merci aux habitués, merci aux petits nouveaux, merci à ceux qui nous écouteront sur les différentes plateformes de rediffusion, que ce soit des plateformes de podcast ou sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur ces plateformes, à vous y abonner si vous le pouvez, hein, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas, ça nous permet d'avoir du soutien. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, vous avez aussi les magazines. Il y a tout je mettrai un lien aussi, il y a tout il y a des stocks, il reste quelques stocks, donc il va pas falloir traîner. Et les livres également, on va en rester là, on va vous donner rendez-vous lundi prochain pour le prochain 9-10 à 21h. D'ici là, il y aura des lives dans la nuit de mardi à mercredi, la finale retour de la Recopa Sudamericana à 1h30. La soirée nord-américaine samedi prochain à partir environ de 23h. Peut-être pas de soirée Sudam dimanche prochain, je l'ai expliqué hier dans la soirée, c'est parce que je serai au stade, donc le temps de rentrer, ça risque d'être compliqué. Je serai au stade pour sécher les larmes des amis de Pierre. Et voilà, sinon, donc le 9-10, la semaine prochaine, continuez de regarder du foot. Merci d'avoir été avec nous, on vous embrasse. À la semaine prochaine, salut tout le monde.